Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2020, l'occasion pour nous d'ouvrir cette émission avec une triste nouvelle, le décès de Maître Sylvain Swop. Il est donc avocat au barreau du Cameroun, ténor du barreau camerounais, membre du Conseil de l'ordre du barreau du Cameroun. On va également noter qu'il s'est fait remarquer à travers le contentieux post-électoral de la présidentielle de 2018, à travers ses multiples plaidoiries, mais surtout cette phrase devenue culte: Monsieur le Président, il y a un élément perturbateur dans la salle. On nous apprend donc le décès tôt ce matin de Maître Sylvain Swop, lui également qui a défendu les prisonniers du MRC suite aux marches blanches, Maurice Kamto et les autres militants du MRC devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il était le coordonnateur du collectif des avocats de ces prisonniers du MRC dans le cadre des poursuites liées donc aux marches blanches du MRC en 2019. Madame, Monsieur, on nous apprend ce matin qu'il n'est plus. Maître Sylvain Swop, qui, comme vous le savez, avait été victime d'un accident de la circulation à l'entrée de la ville de Bafoussam en venant de Tchang. Il avait été donc transféré à l'hôpital régional de Bafoussam avant ensuite de se retrouver au centre d'urgence et de réanimation de l'hôpital central de Yaoundé. On nous apprend ce matin donc qu'il est mort de suite d'une mauvaise anesthésie, donc une réaction ou une absence de réaction. On parle évidemment de son bras, puisqu'il avait donné des nouvelles de lui. Lorsque l'accident était survenu, il avait dit qu'il se portait bien et qu'il avait juste cette petite fracture au bras. Donc avant l'opération de cette fracture au bras, il fallait faire une anesthésie et on sait ce qui s'est passé. Maître Sylvain Swop s'en est allé, madame, monsieur. C'est le barreau du Cameroun qui est en deuil ce matin. On aura l'occasion bien sûr de revenir sur la mémoire de celui que tout le monde, toutes les personnes qui parlent de lui comme étant un avocat brillant, comme étant un homme policé, comme étant un être tout à fait remarquable. Donc on en parlera dans cette émission ce matin. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Alors sur le plateau comme chaque matin, monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopouti. Les enseignants sont indigés et indignés. Les enseignants sont en colère. La preuve, un enseignant a rédigé tout un courrier qu'il a envoyé à madame le ministre en lui disant « Votre silence est un silence de trop. Il est temps que vous preniez la parole pour pouvoir nous dire au moins quelque chose à nous les enseignants avant qu'on ne pense reprendre la crêpe. » Est-il en train de demander à madame le ministre de la conforter désormais dans cette position que les enseignants veulent prendre, aller chacun avec son arme aussi dans la poche pour donner lieu à une école de violence, ou alors tout simplement prendre des mesures pour empêcher que la violence ne continue à faire son nid comme elle le fait. Le dernier cas, c'est celui d'Obala. Voilà, on l'a bien vu avec le lycée d'Obala et ces images qui ont circulé abondamment. On se pose bien la question, est-ce que l'école est ce qu'elle a été ou ce qu'elle est davantage, ce qu'elle doit davantage être? On se rappelle de ces propos ou de cet écriteau de Platon devant l'Académie d'Athènes. Il disait « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Lorsqu'on voit ce que Victor Hugo a dit de l'école, qui ouvre une porte d'école, ferme une prison. Malheureusement, on se rend compte que désormais, c'est à l'école qu'on va chercher la prison. Malheureusement, nous y sommes au Cameroun. C'est un problème majeur de notre éducation au Cameroun et on doit devoir poser les bonnes questions pour ne pas se tromper sur le remède qu'il faudra pratiquer pour résoudre cette situation. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Vous ne dites rien, Non. D'accord, on vous retrouve à 11h05 pour votre chronique du matin. C'est la revue des réseaux sociaux. Évidemment, rendez-vous à ne pas rater et à suivre sur Equinox Télévision. Également avec nous dans ce programme 10-12 le Zénith, Bobo Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'année 2020
selon le calendrier grégorien, commence avec le sang et termine avec le sang, commence avec le sang. Et à l'allure où vont les choses, ce n'est pas sûr que les autorités vont comprendre qu'il est temps, il est urgemment besoin aujourd'hui pour le peuple camerounais d'essuyer le sang et d'exorciser ce qui pourrait, ou alors ce qui a mené le ciel du Cameroun à s'obscurcir de cette manière-là. Et si rien n'est fait, si on continue à se frapper la poitrine, le sang va continuer à couler. Et c'est triste ce qui nous est arrivé ce matin. Maître Sop, ça en est allé, mais ça me fait penser à Mongo Betty, Salah Tebayene, à bien d'autres personnes encore. Même à Françoise Foning, accidentée, Madame, la vice-présidente du Sénat à l'époque, avait rendu visite à Madame Foning sur son lit d'hôpital disant qu'elle ne présentait aucun signe de mort, de disparition. Je parle bien de Geneviève Chouès. Quelque temps après, on lui apprenait que Madame Foning était décédée. Donc pourquoi tant de mystères? Pourquoi il faudrait que les autorités restent un peu calmes et ensemble, on essaie de voir pour conjurer ce mauvais sort. Ça risque d'être mauvais pour cette année et les années à venir. Alors, je rappelle que pour être anesthésiste, ça demande une formation particulière. Ce n'est pas n'importe qui est anesthésiste. Au Cameroun, on semble se laisser aller avec des personnes qui peuvent faire tout. Mais je rappelle que dans les pays sérieux, être anesthésiste, c'est tout un métier, c'est toute une religion, permettez-moi le terme entre guillemets, et que ça obéit à des règles claires. Et que généralement, lorsqu'on a raté une anesthésie, c'est une faute médicale à tous les coups. Là, c'est clair. Tous les spécialistes que nous avons contactés ce matin nous répètent la même chose. Lorsqu'il y a un risque, lorsque une personne décède suite à une mauvaise anesthésie, ça conduit inéluctablement à une faute médicale. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Je rappelle qu'on devait faire cette anesthésie pour l'opérer du bras, maître Sylvain Swop. Donc, ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin peuvent évidemment être tout aussi surpris que nous, qu'une simple opération de fracture du bras entraîne la mort au Cameroun. Et on commence à se poser 1001 questions et nous sommes en droit, nous avons autorité. Il est légitime que nous nous posions ces questions-là ce matin, madame, messieurs. Nous y reviendrons. On va démarrer avec la première rubrique de cette émission, 10-12 le Zénith. C'est l'histoire du jour, l'entrée de cette émission avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Nadia. Nadia nous dit « Je ne fais pas confiance à ma belle-mère. Je suis mère de 2 petites filles. La première a 2 ans et demi et la deuxième fille a entre 8 et 9 mois sensiblement. Mes beaux-parents vivent à Bessengue et mon mari, mes filles et moi, nous vivons à Bepanda Omnisport. Quand nous allons au travail, nous confions nos filles à la nounou. Jusqu'aujourd'hui, mes enfants n'ont jamais passé de week-end ou de journée entière chez mes beaux-parents. Et parce que simplement, je ne fais pas confiance à ma belle-mère. Lundi, alors qu'on était tous à table, je reçois un message de ma belle-mère qui me dit qu'on viendra prendre les enfants pour qu'elles passent 3 jours chez nous. Ce message m'a révoltée, mais jusqu'ici, je ne l'ai pas présenté à mon mari parce que je ne sais pas comment lui dire que mes enfants n'iront pas chez elle. Je refuse. Pourquoi ? Lorsque j'étais enceinte de ma première fille, ma belle-mère s'est très mal comportée avec moi. Elle m'insultait, elle me critiquait et elle estimait que je mangeais très mal. Ce qui fait que j'ai été traumatisée puisque c'était ma première grossesse. À la deuxième grossesse, lorsqu'elle prend mon enfant, j'avais du mal à pouvoir porter mon enfant lorsque j'en avais envie parce que tout le temps elle portait l'enfant et je n'avais l'enfant que lorsqu'il fallait allaiter. En réalité, on passe les week-ends tous les 15 mois chez ma belle-mère, mais jamais on ne laisse les enfants tout seuls avec elle. Ma belle-mère est une femme qui aime diriger la vie des autres. La preuve, ses filles et son mari sont sous ses ordres. Comment est-ce que je devrais me comporter? Est-ce que j'agis mal en refusant que mes enfants aillent chez elle? Et comment convaincre mon mari que je ne suis pas assez confiante pour que mes enfants aillent chez sa mère? Alors, juste pour dire que la belle-mère et la grand-mère
de ses enfants. La grand-mère Oui, parce qu'il faut paternelle, oui. Grand-mère, paternelle ou maternelle, faut le rappeler. C'est la grand-mère. C'est la grand-mère. Donc, Oui. si on prend l'histoire, si on tient l'histoire par ce bout, vous comprenez qu'on a résolu toute la question. Non, en réalité, il se passe quelque chose. Et là encore, il faut le dire aux Camerounais, il y a un débat qui est actuellement fait dans ce pays autour des droits des femmes. Il y a une dictature des droits des femmes. Permettez que je revienne là-dessus parce que depuis 2 jours ici, c'est un débat et il semble que nous soyons taillardés sur la toile par certaines personnes par rapport à ça. Il faut quand même qu'on se rende compte que ce que nous prenons comme position dans certaines histoires ont une implication, une conséquence forte sur la stabilité d'une société en péril comme la nôtre. Et il est grand temps qu'on en prenne conscience. J'ai vu, et n'oublions pas que ce qu'on observe comme dérive ailleurs est en train d'arriver au Cameroun à grands pas. J'entends ailleurs, dans les pays européens, où on vous dit qu'il y a désormais le viol par le regard. Je vous dis, le viol par le regard, on parle de viol ici. Désormais, ils sont en train de créer une infraction de viol par le regard. Je me dis, mais comment est-ce qu'on viole une personne par le regard? Ils ne sont plus au niveau de la libération de la parole de la femme. Ils sont passés à l'étage supérieur, libération de l'écoute de la femme. On doit même être obligé d'écouter et d'accepter ce que dit. Donc, c'est quand même assez grave et c'est des dérives. Dictature ici, dictature là-bas, et on voit très bien que ces minorités nous tiennent en otage, malheureusement. Donc, bon, Bengan, vous avez souvent dit ici qu'il y a dans les mariages où on dit « je m'en fous » des belles-mères. Est-ce qu'on peut estimer qu'on est en plein là-dedans dans l'histoire de ce matin? Absolument. Absolument. Cette femme ne sait pas seulement comment elle peut dire à son mari qu'il ne rende plus visite à ta maman. Ou alors constituer, je ne sais pas, une cité où ils seront seuls, et sans même la prétention que sa belle-mère viendrait les rendre visite un jour. Elle ne veut pas. C'est une méchante femme, de toute manière. Regardez bien les déclinaisons de l'histoire. Ma belle-mère m'a dit, je mange mal. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Mais vous savez, parce que nos mamans ont ceci que il y a un type d'alimentation pour la femme. Elle ne dit pas quel genre de nourriture sa belle-mère lui a interdit de manger ou tout ça, elle ne dit pas. Elle ne dit pas si elle avait ce que les femmes appellent souvent l'albumine, bon, les montes et tout. Elle ne vous dit pas. Elle dit, ma grossesse dérangeait, mais et tout. Ma belle-mère m'a dit, vous voyez, elle est toujours dans le subjectivisme. Elle ne vous donne aucun élément factuel pour pouvoir apprécier de vous-même si vraiment on a une belle-mère qui dérange ou pas. C'est elle qui, sûrement, aurait été dérangée. Mais elle donne l'appréciation et elle vous donne les qualificatifs qu'elle a attribués à sa belle-mère. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle le dit, ma belle-mère, au lieu de dire que ma belle-mère est très maternelle, elle dit, elle porte mes enfants. Moi, je n'avais mes enfants que quand je les allaitais. Mais écoutez, vous comprenez, vous avez tendance à dire, mais cette femme-là, elle veut quoi? C'est ce que je vous dis souvent ici, que vous allez... Elle ne veut pas que ses enfants aillent chez sa belle-mère. Mais elle commence d'abord à dire, mais quand j'ai accouché, ma belle-mère était toujours avec mon enfant. Elle ne dit même pas que avec son petit-fils, avec mon enfant. Et je n'avais accès à mon enfant que quand je... Elle ne voit pas l'amour que la belle-mère a. Elle, aujourd'hui, elle est mère. Elle sera belle-mère demain. Et grand-mère. Et elle comprendra peut-être parce que au lieu de regarder l'itinéraire de la famille, la belle-mère accouchait-elle difficilement? A-t-elle élevé ses enfants dans quel cadre? De manière d'une famille modeste ou du moins quel est le cadre dans lequel son mari et ses sœurs ont été élevés? Pourquoi cette maman a cette propension à toujours être une mère poule pour regarder? Est-ce que le statut de mère poule veut dire qu'elle est dictatrice ou bien c'est ça, qu'elle s'ingère dans les mariages? Non. Voilà des types de choses. Lorsqu'une femme est enceinte, je termine par là, elle nécessite un traitement spécial. Je ne souhaite pas, M. Fopossi, que ce qui nous est arrivé vous arrive aussi.
C'est-à-dire... On me réveillait à 2h du matin pour aller chercher le ngoya. Bon, ce que Non, mais vous ça appelez m'arrive. le ndomba. Mais ça m'est arrivé. On dit ndomba pimenté alors que Oui. d'habitude elle ne mange pas le piment. Vous cherchez ça dans toute la ville. Quand vous venez, à peine elle ouvre, elle dit qu'elle est rassasiée, elle ne mange plus. Donc, vous venez, ben, vous devez la chouchouter. Ça m'est arrivé. Voilà. Vous devez la chouchouter. À un moment, Elle voulait les œufs pimentés. voilà. Les œufs à la coque pimentée. Voilà. Voilà donc. Et on chouchoute la jeune fille. Et au même moment, la femme enceinte, on voudrait, elle d'abord, et l'enfant qu'elle porte ensuite, quel traitement veut avoir. Donc, c'est elle qui est anxieuse. Elle ne sait pas qu'il y a une maman à côté qui veut lui apporter assistance et accompagnement. Malheureusement, bon. Ce sera votre conclusion. Oui, absolument. Bon. Alors, il y a quand même un paradoxe, parce que, et j'observe ce paradoxe-là au quotidien. Vous avez des jeunes filles qui sont littéralement opposées à leur belle-mère. Mais il suffit juste d'observer leur comportement vis-à-vis de leur enfant, de leur fils, d'enfants garçons qu'elles ont accouchés. C'est elles qui prennent des photos, des stories Instagram. Oh, mon chou, l'amour de ma vie, mon dernier espoir. Quand on voit une jeune fille comme ça, imaginez un garçon, son fils grandir, et imaginez si elle va lâcher ce fils-là à n'importe quel arriviste, entre guillemets, comme elles disent. Donc c'est quand même un paradoxe. Chalamel, quel est votre postulat ce matin? Alors, M. Eric Fopoussi, l'occidentalisation a créé l'hybridisme, si vous voulez, des personnes hybrides qui eux-mêmes ont développé un individualisme total et absolu parce que rendu au carrefour, point zéro entre la religion, le monde et eux. Ils sont sans repère. À un moment, on suit la route de la religion, après on rentre au point zéro. À un moment, on va dans le monde, on rentre au point zéro. À un moment, on ne s'intéresse qu'à soi-même. On dit qu'on ne s'intéresse. Voilà donc une femme qui n'a pas encore, M. Eric Fopoussi, qui ne s'est pas encore fait accepter. Ça veut dire qu'elle ne s'accepte pas elle-même. Vous savez, c'est tout un rituel pour avoir l'autorisation d'appeler votre nouvelle maman. Permettez-moi pour qu'on comprenne, belle-mère. Bon, vous dit d'habitude ici que tu ne peux appeler belle-mère que lorsque tu as hérité des choses de la cuisine, de la mère de ton mari. Ça suppose que quand tu rentres dans le mariage, la mère de ton mari doit te donner un mortier, un pilon, une pierre à écraser. C'est ça qui te donne le droit de l'appeler belle-mère. Absolument. Tant que tu n'as pas reçu ça, tu n'es rien. Absolument. Tant que tu n'as pas reçu ça, tu ne vaux rien. Ça veut dire que tu n'as pas encore passé le test. Donc, voilà quelqu'un qui est entré, dès les premières heures du mariage, elle a joué l'individualisme. Elle a construit des barrières. Une barrière entre elle et son mari. Une barrière entre elle et ses enfants. Avec quel type de prétexte, M. Eric Fopoussi? Le mariage obéit à des règles. J'ai rencontré X. Papa demande que celui que tu as rencontré, c'est qui? Tu pars où? Tu fréquentes qui? Toquez porte. C'est quelle famille? Rencontre des deux familles. Discussion. Il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont des filles qui ont créé une nouvelle doctrine. La doctrine conflictogène. Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui sont des, excusez-moi, c'est des marabouts dans le mariage. C'est des sorciers dans le mariage. Au lieu de venir et te laisser mouler dans la famille dans laquelle tu entres, dès que tu arrives, tu commences à trouver, ta belle-mère est comme ça, ton frère est comme ça, ton frère est comme ça. Tu veux te coucher avec ta soeur là, vraiment, quand tu vois ta soeur là, quand je vois ta soeur là, elle est bizarre. Je sens que je ne veux pas m'entendre avec elle. C'est les premières paroles des femmes. J'attends qu'elle finisse de rire, monsieur. Il faut pousser. Parce qu'apparemment, ça fait rire. À peine vous entrez, elle se couche, elle dit, elle s'est reconnue. Oui, à peine vous voulez pousser, elle dit que ta belle-mère fait comme ça. Je sens que ta belle-mère et moi, mieux je commence à l'éviter maintenant. Voilà les filles qu'on a, monsieur, il faut pousser. Elles ne se laissent pas aller dans le moule du mariage. C'est des gens qui veulent vous prendre tout de haut. Non, mes enfants, non, mais ton mari, celui que tu dis aujourd'hui être ton chouchou, il a grandi dans la boue. Dans la maison que tu dis que tes enfants ne peuvent pas entrer, c'est là où ton mari a grandi. Il marchait pieds nus, il a eu les chics, on a levé les chics, il a eu le pouls, il a eu la gale.
Aujourd'hui, tu dis que non, la maison là, on ne peut pas aller. Vraiment, elle veut prendre mes enfants et tout. Ce n'est pas deux choses. Monsieur, il faut pousser. C'est le rapport au standing, bas standing. Oui. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que les enfants vont là-bas. Parce que la maison là est tcharlatoulou. Il y a la boue, il n'y a pas les carreaux, il n'y a pas ceci. Nous, on est quand même un stand. Vraiment, mes enfants ne doivent pas. D'ailleurs, elle exige la nounou. Tout enfant a mangé la boue. Tout enfant a mangé la boue. Monsieur, il faut pousser. Vous jetez même l'enfant mange la boue. Tu étais poussière, tu retourneras poussière. Donc, voilà le conflit que la première, elle ne sait pas comment elle va aborder la question. Mais monsieur, il faut pousser, n'a jamais été marié. On entre dans le mariage avant de sortir. Il y a une enquête de moralité. Qui est-ce que je prends comme belle-mère? Qui est-ce que je prends comme maman? Est-ce que ma maman m'a accepté? Ma nouvelle maman m'a accepté? Ça, c'est beaucoup de femmes vivent, elles ne savent pas. Quand tu arrives, la maman prend un kumbo. Elle te dit, désormais, c'est là où tu serviras mon fils. Ce jour-là, vous avez le droit de l'appeler. Donc, on est dans un conflit développé par cette fille. Vraiment, il n'y a rien à dire d'autre, monsieur, il faut possible qu'elle libère soit le plancher. Parce que le jour que le gars va se rendre compte, le jour qu'il va se rendre compte que cette fille méprise sa maman, les données vont changer, non seulement dans ce foyer. Et j'ai bien peur, parce que c'est une bonne mère. Elle sait que sa belle-fille ne l'aime pas. Elle sait que sa belle-fille a une de la animosité. Mais Chalamel, ne soyez pas aussi optimiste. Hein. Il y a des hommes sur cette terre qui ont les asticots dans le cerveau, hein, et qui peuvent plutôt suivre leur femme. Hein. Ne soyez pas si optimiste. Et tant pis pour eux. Voilà, donc non, je dis juste que vous avez des hommes ici, voilà, qui vont faire des choses. C'est un peu un soutien. C'est quelque chose, c'est de la folie en réalité. C'est pas soutenir sa femme, c'est de la folie en réalité. Karine. J'ai un peu honte pour cette femme parce que je ne trouve pas où se situe le problème qu'elle a soulevé. Parce qu'il n'y a même pas de problème. À un moment donné, quand même, il faut que les gens se rendent compte de ce que leurs actes parfois frisent l'idiotie. Regardez une femme qui se lève un jour et vous dit... Oui, je disais tantôt que regardez une femme qui se lève et vous dit que sa belle-mère, elle n'a pas confiance en elle. C'est ta copine? C'est ta meilleure amie? C'est quand même idiot qu'elle le dise avec les enfants. Quand votre... Généralement, hein, lorsque on accouche des enfants et qu'on a un enfant de 2 ans, c'est 2 ans qui est tout petit, et on a un autre enfant qui a 8 mois, on a bien envie de se débarrasser du premier pour mieux s'occuper du deuxième. Généralement, vous voyez des foyers où, lorsque la femme accouche, tout le monde veut venir prendre l'enfant. Elle a beaucoup de chance, cette femme. Beaucoup de chances qu'au moment où elle veut mettre son enfant au monde, sa belle-mère soit dans la maison. Elle a beaucoup de chances qu'elle reste comme ça, la belle-mère demande les enfants pour les 3 jours. Elle a trop de chance. Et il y en a qui sont mariés, n'ont jamais connu l'affection d'une belle-mère, n'ont jamais su ce que c'est qu'une belle-mère parce qu'elles sont entrées dans un foyer où tout le monde était décédé. Elle a de la chance, elle. Elle devrait même en profiter. Et aujourd'hui, elles viennent ici trahir le fait qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment dans les foyers du fait de leur belle-mère. Mais ça ne veut pas dire que vous entrez quelque part, vous ne connaissez encore rien, mais vous avez déjà jugé tout le monde jusqu'à juger comment est-ce qu'elle fait avec ses autres enfants. Voilà. Non, mais vous êtes qui, vous, au milieu là? Pour dire que, vraiment, avec les autres femmes de ses fils, elle fait comme ça, avec les maris de ses filles. Non, vraiment, c'est too much. On accepte souvent certaines choses, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête là. Quand vous arrivez quelque part... Donc pour vous, son cas est grave. Non, son cas est indéfendable. Elle a un problème particulier qui n'a rien à voir avec sa belle-mère. Je pense qu'elle est entrée dans le mariage avec des préjugés et qu'elle continue de conserver. Je suis certaine que envers son mari, envers sa mère, à elle, c'est pas comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle va avoir ce jugement? Quand la grand-mère dit qu'elle veut voir ses petits-filles, vous tutubez. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai pas connu ça. Parce que chez nous, quand on disait congrès, c'est ma grand-mère qui disait qu'il faut qu'ils arrivent même 2 semaines avant. Absolument. Ma grand-mère appelait pour dire qu'il faut qu'ils arrivent 2 semaines avant. Parce que tous les jours, elle vous met au petit soin, vous rentrez avec les joues et tout. Mais elle dit qu'elle n'a pas confiance à sa belle-mère. Et elle vient quand même soulever le problème à la télé. Vraiment, elle va te dire, hein, si tu n'étais pas prête, vraiment, il y a une femme dehors là qui aimerait ta place. C'est vous qui dites ça. Non, hein? À un moment donné, quand même, il faut qu'on mette les gens à leur place. Vous restez... À un moment donné, quand même, il faut qu'on mette les gens à leur place. Sur une ligne assez différente aujourd'hui, il faut l'apprécier.
Il y a même Alors, pas de Dominique problème. Audrey, j'ai le sentiment que vous trouvez que la litanie de choses qu'on a dites sur cette femme est quand même... on est un peu dur, Beaucoup trop. beaucoup trop dur. Beaucoup trop. Voilà. Beaucoup trop dur parce que, après tout, ce sont d'abord ses enfants. Non. D'abord. Non. Et, Non. excusez-moi, Ce ne monsieur sont pas ses Mbachou, enfants. ce sont ses Ce ne enfants. sont pas ses enfants. Je suis La famille désolée. peut les récupérer. Sans son aval, J'ai dit à tout moment, la famille les récupère. comment? J'ai dit à tout moment, la famille les récupère. Dans votre monde. Oh. Je disais que ce sont ses enfants. Oui, c'est leur grand-mère. Mais maintenant, on ne peut pas éluder le fait que la femme n'ait pas confiance en la personne à qui elle doit donner ses enfants. On n'a pas dit qu'elle a fait un rêve. Le problème, c'est que Monsieur Fopoussi, vous pouvez être mon frère, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais si je ne peux pas dormir sur mes deux oreilles, en ce qui vous concerne, les yeux totalement fermés, ce n'est pas de ma faute. Il y a certainement, non, Père Mbambok, il y a des gens qui ne font pas facilement confiance. Ce n'est pas parce qu'elle déteste sa belle-mère. Il faut parfois essayer de comprendre pourquoi les gens ont certaines aversions. Je ne crois même pas que ce soit de l'aversion. Elle a quelques doutes par rapport à sa belle-mère. Peut-être que c'est mal. Qui serait fondé sur quoi? Ça se Qui serait- règle pendant les fiançailles. Qui serait fondé sur quoi? C'est pendant les Les doutes, fiançailles que ces les problèmes-là se doutes, règlent. ces doutes-là viennent de quoi? Il y a- Les doutes, Elle- les doutes viennent. Qu'elle Si soit je une m'en sorcière, tiens à ce qu'elle- que, oui, un peu de ça. Un peu de ça. Pourquoi vous pensez, dans la réalité, tout le monde pense du mal, a au moins une fois dans sa vie pensé du mal de sa belle-mère. Faut pas si c'est comme ça. Moi, j'aime pas que les gens fassent comme si Vous faites une c'était, porte-parole de toutes les femmes de la Terre, hein? Je ne suis pas leur porte-parole. Je Mais sais pourquoi qu'elles vous vont, dites- elles vont me crier pourquoi donc dessus, vous dites ça? elles vont m'engueuler, mais si elles sont honnêtes Oui. envers elles-mêmes, au moins une fois dans leur vie, elles ont pensé du mal de leur belle-mère. C'est comme ça. Monsieur Elles vous Fopoussi, répondront. Elles vous répondront. vous Oui, savez c'est bien que, sûr. honnêtement, je n'en ai cure. Vraiment. Monsieur Fopoussi, lorsqu'on rencontre, lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, la confiance de la belle-mère, ça se gagne. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire des problèmes avec tout le monde dans la famille d'un homme, sauf avec sa mère. On gagnerait avec la mère de l'homme à gagner sa confiance. Mais ici, dans cette situation, je pense que Nadia, par rapport à ce qu'elle dit, lorsqu'elle était enceinte, sa belle-mère ne l'a justement pas choyée. Sa belle-mère ne l'a... Parce qu'elle n'a pas pris ça comme des chouchous. Elle a pris qu'on la méprisait, on la torturait psychologiquement, on l'insultait et elle a mal vécu. Qui aime bien châtie bien. Mais tout le monde ne le vit pas de la même façon. Les gens ne sont pas pareils. Il y a des personnes qui n'acceptent pas, lorsqu'ils ont fait des erreurs, qu'on leur crie dessus parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres sur qui on crie et ça passe. Il y a des personnes qui privilégient le dialogue. Et je pense que c'est le cas de Nadia. Nadia ne comprend pas le fonctionnement de sa belle-mère. Et maintenant, en tant que mère, qui a de l'expérience et qui sait comment ça se passe, moi, je pense que sa belle-mère aurait peut-être pu la faire asseoir en lui disant, Nadia, aujourd'hui, tu es ma fille. Et je voudrais que tu me dises pourquoi tu ne veux pas que je passe du temps avec ma petite fille. Moi, je privilégie le dialogue. Mais c'est Elle pas dit possible. elle-même qu'elle ne sait pas, elle ne privilégie pas le dialogue. Parce qu'elle ne sait même pas comment en parler à son mari. À son mari, oui. Ça veut dire qu'elle ne privilégie pas le dialogue. Moi, je parle D'un de de- deux, elle- n'attendez jamais. C'est pas votre belle-mère parce qu'elle vous voit une mine froissée, qu'elle va vous dire, mais ma fille vient, c'est quoi? Zéro. Si elle fait comme ça, c'est le monde à l'envers. Justement, Ouais, donc, oui. on doit Comment? toujours rester dans les mêmes canaux. Non, c'est Jamais- vous qui jamais- vous moulez. C'est pour cette raison que pour le garçon, il a l'obligation totale d'entretenir sa belle-mère, donc la mère de sa femme, et son père jusqu'à leur enterrement. Bon, il y a un C'est proverbe comme ça qui que dit, ça se il y a fait. un proverbe qui dit pour Donc, l'homme c'est- marié que c'est- mieux vaudrait que ma belle-mère, on cache les fesses de la belle-mère et on abandonne sa propre mère. C'est comme ça. C'est un proverbe Ça, qui dit qu'il c'est- faut cacher les c'est fesses de ça, la ma belle-mère fille. que de sa propre mère. Nadia a mentionné dans son histoire que tous les 15 jours, ils vont chez sa belle-mère. Ça veut dire qu'elle n'est pas contre le fait que sa belle-mère soit avec ses enfants, mais elle ne peut pas laisser les enfants loin d'elle sans être là. Je pense que sa belle-mère et elle devraient travailler là-dessus. La grand-mère C'est voit elle. ses enfants, mais elle n'est pas encore prête à passer le cap de laisser ses enfants comme ça. Ça peut venir avec le temps, mais ce sera avec l'aide de sa belle-mère. Ça veut dire qu'elle a des problèmes. Mais je peux vous dire, et même, je dis bien, et même, si votre belle-mère ne vous aime pas, je dis donc que vous êtes arrivé là, vous n'étiez même pas la femme qu'elle voulait pour son enfant. Quand vous faites votre premier enfant, elle est capable de prendre l'enfant et vous mettre dehors. Il dit même quand votre belle-mère ne vous aime pas, et c'était peut-être
peut-être l'occasion pour elle de se rapprocher d'elle. Parce que généralement dans les familles, on va nous dire que les belles-mères sont montées, les belles-mères sont descendues, mais à un moment donné quand même, il faut qu'on se pose. L'histoire du jour nous raconte que cette femme, déjà quand elle regarde sa belle-mère, elle ne voit personne. Elle ne voit personne. Ta belle-mère porte l'enfant et refuse de te donner l'enfant dans les mains, tu dis que c'est un problème. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une belle-mère qui lave un enfant? Une belle-mère qui arrive chez vous quand vous avez mis au monde votre enfant et lave votre enfant, le porte, vous le laisse vous reposer, vous le laisse dormir. Aka, elle a trop de chance. D'accord. L'homme est le juge. Vous terminez. L'homme est le font même pas ça. Elle préfère te donner le pas. dernier juge, c'est-à-dire l'homme comparable sur le plan traditionnel. L'homme est le Ma mère ne juge. lave même plus les La maman, la belle-mère est le procureur. La maman, la belle-mère est le procureur. Elle condamne toujours. Tout ce que la fille peut faire aux yeux de la belle-mère, c'est toujours mauvais. C'est ça le rôle de la belle-mère. La jeune fille, les belles-sœurs sont des gendarmes. Elles enquêtent, elles testent. On est arrivé, elle a fermé le frigo quand on est arrivé. Maman, on est entré là-bas, elle a fermé le frigo. Maman, elles ont empêché qu'on aille à la cuisine. C'est ça, vous ne pouvez pas changer l'ordre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsque vous êtes là, vous êtes belle-sœur de quelqu'un, vous parlez aujourd'hui, vous êtes belle-sœur de quelqu'un. Le jour que vous serez belle-sœur, vous ferez même pire que ces personnes. Même pas. Je dis pire. Je vous dis, vous ferez pire. Pire que ce que vous défendez aujourd'hui, vous ferez pire. Et malheur si votre frère a l'argent. Ah non, je suis... Vous allez arriver, vous allez poser un problème. Vous allez voir comment sa femme fait. Ah, c'est sa femme qui a interdit qu'on donne l'argent au frère. Ah, c'est sa femme qui ne veut pas. C'est ça les belles-sœurs. Oui. Vivez comme ça. Et on encourage. Voilà, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Madame, monsieur, merci infiniment. Vous nous restez fidèles. L'émission se poursuit. C'est le 10-12, le Zénith. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon, non, de l'arrêt, reprise des travaux de construction de la cité des cinquantenaires dans ce pays. Communauté urbaine de Douala et la SAD. Je préfère dire SAD parce que définir ça sera encore très compliqué. Pourquoi la cité des cinquantenaires n'a-t-elle pas respecté les délais? Pourquoi ne l'a-t-on pas livré? Monsieur Tonin à son temps avait dit que les délais devraient être respectés et livrés. Quel était d'ailleurs l'objectif recherché dans la construction de cette affaire-là, si les simples logements sociaux sont devenus à ce jour un serpent de mer? Que dire de la confusion étrange qui règne entre la SAD, la communauté urbaine et la SMID? On s'y perd. Savez-vous qu'au début de cette affaire-là, la BGFI Bank avait émis de sérieux doutes sur le projet de cette cité des cinquantenaires? Oui, il faut le dire. La BGFI Bank avait dit non, on ne s'engage pas. Cette affaire-là sent le louche. On a dit on va foncer. Savez-vous, par ailleurs, que les ingénieurs en charge du chantier de la cité des cinquantenaires avaient affronté de nombreuses difficultés. L'une d'elles était la présence d'une nappe phréatique qui avait été découverte en cours de travaux. On a voulu décrier, on a dit fermer la bouche. C'est des choses qui arrivent. Quel était le cabinet qui avait perçu l'argent pour faire des études de faisabilité? Études techniques pour qu'on démarre les travaux et qu'on découvre une nappe phréatique. Vraiment, devra-t-on conclure un amateurisme de bas étage? La question se la pose. Comment comprendre que durant les études géotechniques, cette nappe n'a pas été aperçue? Ce n'est qu'au cours des travaux que la dite nappe aura été découverte. De 30 mois exactement, on a plusieurs années de retard. Non, livraison. Comment comprendre ces multiples arrêts de travaux dans ces chantiers, pourtant déclarés le plus sérieux de tous les chantiers de grandes ambitions? Comment comprendre que depuis le lancement de ce chantier, seuls 2 premiers bâtiments sont à ce jour sortis de terre,
même si on annonce que les travaux des 3e et 4e bâtiments démarreront d'ici la fin du mois de janvier et celui du 5e un peu plus tard. Peut-on espérer que ce qui arrive au stade Olembe, mieux au port autonome de Kribi, n'arrivera pas à cette cité des cinquantenaires? Parce qu'il faut le dire, on est parti d'un complexe au stade de Lembe. On est parti d'un complexe industriel-portuaire à port autonome de Kribi. Espérons que si au vu de la lenteur avec laquelle on évolue, réussiront-ils les 450 logements de la première phase avec les commodités qui vont avec elles qu'un centre commercial de 6650 mètres carrés, un supermarché, des bureaux à louer ou à acheter, des galeries, des boutiques, des aires de jeu, caves, des parkings, un jardin, un complexe multisport, encore ce mot. Tous iront au sous-sol, au 7e étage avec mezzanine et rez-de-chaussée, plus une belle piscine. Improvisation quand tu nous tiens. Savez-vous que ce projet connaît un taux de réalisation actuel d'environ 15%, au vu étrange de ce que les experts ont appelé la reprise des études géotechniques? Savez-vous que ce projet a connu une modification? Par exemple, le dernier étage qui était simple au départ devient un bâtiment avec des appartements type duplex. Savez-vous qu'ils se sont retrouvés à augmenter la capacité d'accueil des parkings? Vraiment, ayons un temps soit peu pitié des générations futures. Trop de chantiers engagés, des centaines de milliards décaissés, mais hélas, des arrêts de travaux en cours chemin. Alors, on nous taillarde souvent, je pouvais commencer comme ça, parce que nous disons que le Cameroun est un pays de maquettes. Et vous savez, dans ce pays, lorsqu'on le dit, les gens ont tendance à nous insulter, parfois à nous menacer même de mort lorsqu'on dit ça. Mais ce projet des cités des cinquantenaires est là, l'exemple typique, la démonstration, sans aucun doute, que le Cameroun est définitivement et inexorablement un pays de maquettes. Parce que tout est beau. Quand on vous explique, comme vous l'avez dit, tout est beau. On voit très bien que, par exemple, pour ce qui est de Douala, on s'attend à ce que l'ancienne cité des douanes, qui va être donc justement mis là-bas, soit désormais un endroit où vous verrez un Douala particulièrement beau. La maquette qui circule actuellement en image nous montre bien un Douala particulièrement beau, avec tout ce qu'on peut imaginer comme parc, comme espace vert, comme espace pour les piétons, les voitures, comme aménagement, comme appartement, comme piscine, comme complexe sportif. Oui. C'est extrêmement, c'est comme un rêve. On est clairement en train de construire une Californie à la camerounaise. Mais sauf que, vous l'avez dit, on se rend compte que les choses ne se passent pas ou bien ne se passent pas comme ça avait été annoncé. Alors, vous avez tenté de dire que la SAD, j'ai beaucoup plus de réserve par rapport à ça. C'est vrai que c'est elle qui a su la maîtrise d'ouvrage de tout cela. Mais la communauté urbaine, quand même, sur cette affaire, le docteur Fritz, on va dire que nous, on est toujours en train de critiquer les du gouvernement, mais il faut quand même avouer que ce qu'ils nous avaient annoncé au départ, rien n'est arrivé à échéance par rapport à tout ça. Il en est de même pour le crématorium du Bois des Singes, comme de la maison de la culture Sawa, qu'il avait également annoncé comme étant des projets qui pouvaient. Donc, on voit très bien que rien n'aboutit comme il faut. Alors, Boro Bengan, sur cette cité des cinquantenaires, quelle est votre analyse sur pourquoi le projet est en train de faire ce qu'il fait là maintenant? C'est une orientation politique au Cameroun qui voudrait que lorsque quelqu'un est nommé, il fait comme s'il arrivait dans un désert. Et même dans le désert, vous pouvez constater qu'il y a le sable. Ici, il y a quand même les points où on peut se cacher un peu s'il y a trop de soleil et tout. Non, on détruit tout ce qu'on a trouvé. On détruit tout ce qu'on a trouvé et on se met à imaginer ses propres projets, ses propres idées, comme si l'administration n'était pas continuelle. On vous dit souvent que l'administration continue, mais au Cameroun, sous le renouveau, l'administration n'est pas continue.
Vous voyez, ça commence par votre directeur de cabinet. Et même les peintures dans les immeubles. Je vous dis que même les peintures, le lendemain, on commence à voter les budgets pour. Il se trouve donc que le docteur Ntoné, l'actuel délégué de gouvernement, qui était l'adjoint de Tondé Koto, avec qui ils ont travaillé pour beaucoup de projets, Sawabish, un certain nombre de choses et tout. Et je me rappelle même que, je pense en 2003, lorsque le chef de l'État est reçu par le président Bush aux États-Unis, le jour où on a bradé le nickel ou le cobalt qui sont à Lomé pour ça pour 99 ans, il y avait un accord, ou alors comment vous appelez ça, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Douala et la ville de Philadelphie. Donc Douala devait être une Philadelphie. Je n'en sais pas où en est le projet. Or, il était vice. Bon, désormais, Douala va être comme Bordeaux en France. Hein. Ah, d'accord. Vous voyez donc, lui, quand il est vice-délégué, c'est Philadelphie. Philadelphie. Quand il monte, il oublie qu'on avait Philadelphie, on va à Bordeaux. On va à Bordeaux. Voilà. Et après, voilà, c'est effectivement, merci d'avoir donné cette précision. C'est ça donc qui caractérise ceci. Quel est devenu le projet Douala Biche? Quel est devenu le projet qu'ils appelaient en Colbon? Il y avait un lotissement. Et comment ils appellent la SAD. Voilà, il y avait la SAD qu'il avait trouvé. Alors, il avait d'ailleurs travaillé avec l'actuel premier vice-président qui est là, je pense qu'il s'appelle M. Monté. Oui. Voilà, ils travaillaient ensemble, de concert avec tout. Mais dès qu'il prend les rênes, non, c'est fini, on oublie. Il commence à dire, ah, la cité des douanes, elle est vieille. C'est vrai, elle est vieille, mais qu'est-ce qui pousse donc à faire ça? Voilà les choses. Il commence à créer des situations de genre société de quoi là, d'investissement. Oui, la SMID, la SMID tout récemment. Non, oui. C'est une maladie, je termine par là, c'est une maladie qui voudrait que je dois ternir l'image de celui que je succède. C'est celui que je succède, c'est tout. D'accord. Alors, Dominique Audrey, sur cette cité des cinquantenaires, comment vous expliquez que ce soit aujourd'hui un échec? N'ayons pas peur des mots. Oui, parce que c'est un échec. Oui, lamentable même, c'est un échec lamentable parce que le gouvernement, à l'initiative de ce projet, l'État du Cameroun avait dit que ce projet allait venir aider, suppléer dans le cadre de la construction des logements sociaux pour les populations de Douala notamment qui ont de la peine à trouver des logements. Donc il fallait implémenter ce projet de ville dans la ville de Douala pour pouvoir favoriser l'installation des uns et des autres. Il y a eu un bon nombre de milliards qui ont été alloués à ce projet-là. Mais moi, ce qui m'a froissé lorsque j'ai eu connaissance de ce projet, c'est qu'on disait que c'était pour les logements sociaux. Et lorsqu'on vous donne le prix du studio, parce qu'au Cameroun, vraiment, les prix des maisons, on vous les donne avant même d'avoir mis la fondation des maisons. Vous savez déjà combien va coûter le studio. On nous a dit que le studio devait coûter 43 millions lorsque ça ne coûtait rien. Et 136 millions lorsque ça devait être un peu cher. Imaginez le prix d'un appartement de ce prix-là. Ça coûtait 34 millions pour un appartement. À qui était destiné, pour qui était destiné ce projet, si ce n'est entre eux? Aujourd'hui, c'est un échec parce que le gouvernement camerounais, comme à son habitude, n'assure pas le suivi des projets. Ça, c'est un autre projet qui, je m'en doute, vient du contribuable camerounais, du financement par le contribuable camerounais qui n'a pas été suivi. Aujourd'hui, le projet devait se terminer en décembre 2018. Moi, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit rien. Ça n'inquiète personne. C'est une nouvelle année. Certainement de nouveaux projets. Et personne n'a inquiété. Voilà, ça témoigne et ça démontre une seule chose à la base. C'est que au final, dans ce pays, nous avons des dirigeants qui, malheureusement, croient que nous sommes amnésiques, que nous avons des troubles d'amnésie, que lorsqu'on dit des choses, ça va entrer là et on va oublier et personne n'aura plus. Mais sauf que, voilà, malchance pour ces dirigeants, nous avons de la mémoire,
mémoire très longue aussi. On sait encaisser, on sait retenir des choses. Et c'est aussi là, d'ailleurs, qu'on retrouve ce que ce pays a de plus malsain par rapport à tous ces projets qui sont souvent annoncés de manière pompeuse, à grand renfort de publicité. Je dis publicité parce que notez bien que cette affaire qu'on appelle la SAD, la Société d'aménagement de Douala, a d'autres projets dont on ne sait pas toujours où ils en sont. Donc on lui a confié ce projet, celui-ci. Ça semble être trop grand pour ses frêles épaules. Autant mieux le dire tout de suite. Mais malheureusement, le constat est clair, c'est que cette affaire de la cité des cinquantenaires, on attend toujours qu'il soit ce qu'il devait être, qu'elle soit ce qu'elle devait être. Karine, quel est votre regard sur cette question? 30 milliards de francs CFA hors taxe pour commencer le projet. C'était ça le budget. Aujourd'hui, on est à combien de milliards de francs CFA dépensés? Et jusque-là, on n'a encore rien réalisé. Monsieur Fopoussi, on nous parlait en 2017 des insuffisances des études géotechniques, expertise manquante, haute nappe phréatique et insécurité autour du site. Aujourd'hui, on nous parle de la lenteur administrative, le retard sur les échéances de financement. Et demain, on nous parle de quoi? 524 logements au standing, c'est où? Parce que nous, on ne voit pas. 6000 mètres carrés de centre commercial, même un, on n'a pas encore vu. Même le début, on ne voit pas. Dans le Cameroun-ci. 5000 mètres carrés d'espace vert. Depuis là, je regarde, je ne vois pas de nouveaux espaces verts. Je vois seulement les ronds-points. Parking et autres lieux de loisirs. Et la fin des travaux, décembre 2018. On est en 2020, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. On en est où? Où vous avez délocalisé avant qu'on ne se rende pas compte? Dites-nous aussi. Peut-être qu'on a délocalisé et puis on va nous dire quand l'ouvrage sera terminé. Mais toujours est-il qu'à Yaoundé, c'est seulement 115 logements qui ont déjà été livrés. Et ça parce qu'à Yaoundé, vous savez que l'excellent monsieur Yannick Noah ici était impliqué, hein, il faut bien qu'on soit d'accord. Certaines structures avec lesquelles il a signé un partenariat. Voilà. Oui, mais pour dire que quand même là-bas, voilà, ils ont peut-être le mérite d'avoir bénéficié de l'entre-genre de Yannick Noah. Mais pour ce qui est de Douala, on voit très bien que il y a personne qui soit un porteur, qui porte le projet. On le voit un peu avec la CAN 2021. Hein. Vous voyez, Samuel Eto'o est toujours derrière. Il essaye voilà, c'était juste une parenthèse pour dire qu'il essaie un peu de tenir un peu comme un support. Quand ça veut dandiner un peu, il redresse un peu. Voilà, donc c'est ça. Alors, mais Charles Amelkam, sur cette affaire de la cité des cinquantenaires à Douala, il faut quand même dire que c'est l'une des plus grosses fumisteries qu'on nous a fait dans ce pays. On nous l'a envoyé très profond, ça, il faut le reconnaître. Et il faut également dire que le contraste est assez frappant parce que personne n'en parle. Il a fallu que vous sortiez cette affaire de votre mémoire, des tiroirs, pour qu'on se rende compte justement qu'un tel projet avait été annoncé à grand renfort. Alors, disons déjà que faire un rendez-vous et ne pas l'honorer, c'est commettre la plus grosse erreur et c'est une lourde faute sur le plan du BTP. Vous avez annoncé en 2018, on devait avoir quelque chose d'assez remarquable. On a affiché, si vous arrivez, vous allez voir, toutes les maquettes ont été affichées au Carrefour, partout on a affiché en disant ne vous dérangez pas, ce que vous allez voir sera de l'inédit au Cameroun. On a applaudi. Mais seulement on apprend quelque temps qu'on a découvert une nappe phréatique. Il faut contourner le projet parce que la nappe phréatique s'étend sur X, sur Y, la perforation, le creusage, ça va remodifier. Il faut repenser. Lorsqu'on veut créer, on dit non, n'en parlez pas. N'en parlez pas, c'est un petit problème. C'est pas un souci, il faut pas. Oh, quand tu une mouche, n'allez pas dire que c'est un éléphant, vous bavardez trop. Les gens se sont calmés. Sauf qu'aujourd'hui, c'est combien de blocs? 2 blocs qui sont sortis de terre. 2 blocs. Des 2 blocs, on n'a plus rien. Le délégué passé la dernière fois, lancé l'œil, observé, discutant en disant non, c'est vrai qu'il y a eu un arrêt de financement, les caisses étaient vides, on nous a promis un renflouement de caisses, ça va aller, restez tranquille, les travaux vont reprendre. Mais M. Eric Fopoussi, ils se sont arrangés à bien faire. La barrière déjà, le mur de sécurité est tellement haut que s'il y a des employés, vous ne savez pas. S'il n'y a pas des employés, vous ne savez pas. Donc ça veut dire qu'à temps et à contre-temps, vous vous dites que ça travaille à l'intérieur alors que c'est un silence de cimetière. Voyez jusqu'où on méprise le peuple camerounais. Voyez jusqu'où on prélève l'huile
comme ma grand-mère dit, n'enlève pas l'huile sur moi pour me frire. On enlève l'huile sur les Camerounais, la substantifique moelle pour frire les Camerounais. Les gars savaient qu'il devait avoir. Quand vous entendez un prix 43 millions, monsieur Eric Foposi, quel Camerounais peut souffrir en dehors de ceux qui pillent l'argent de la République, en dehors de ceux, les prévaricateurs, qui peut souffrir une maison de 43 millions? Qui peut s'offrir une maison de 43 millions? Descendez à Bonabo, descendez à Mapanda, vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 4 murs. On tape la champagne, on lance le toit, on entre. On a petit à petit, on a 1000 francs, on crépit. Petit à petit, on a l'argent, on met les fenêtres. Petit à petit, voilà comment les Camerounais construisent leur maison. Jusque-là, on ne se rend pas compte. On fait un projet aussi beau. On dit, ça va être fait. Les Camerounais s'engagent. Les gens croient. La majeure partie même des personnes recrutées, parmi les Camerounais, c'est des sous-traitants. Il faut réaliser, l'argent n'est pas là. On est parti de 30 milliards à 40 milliards, 40 milliards, 50 milliards de francs CFA. Et jusque-là, ce n'est pas encore livré. Là où il y a la nappe phréatique, est-ce que cela va faire la piscine? Pourra-t-on encore faire le 7e niveau pour faire le complexe? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de cause à effet. Hein. Que nappe phréatique, forcément, on dit piscine. Attention, Charles Abel. Oh, oui. Non, mais écoutez, c'est ce que je vous dis est absolument réel. À un moment donné, dans ce pays, va falloir que les gens fassent leur travail. Parce que c'est quand même, ça revient trop souvent que des projets ne soient pas n'aillent pas à leur thème. Ça revient trop souvent. Et pourtant, la République a des mécanismes de contre-pouvoir pour essayer de mettre ses yeux, son œil, son nez dans ce qui se passe. Nous avons un Parlement camerounais qui doit fonctionner, mais il ne fonctionne pas. Nous avons le secteur de la justice qui doit fonctionner. Malheureusement, il ne fonctionne pas. Je rappelle quand même que de tous ces projets-là, comme vous l'avez dit d'ailleurs, après la CAN, il y a ce gros projet de la cité cinquantenaire qui va forcément, après la CAN, attirer les grandes attentions sur comment est géré le Cameroun. Quand on entend parler de milliards de francs CFA, M. Bachou, je peux vous dire que c'est une affaire où on doit se demander s'il n'y a pas là-dedans des détournements de fonds, si l'argent qui a été décaissé jusqu'ici pour ce projet-là ne fait pas l'objet d'un détournement de fonds publics, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est important. Je regardais encore hier une émission où on reprochait à Ségolène Royal, comme elle est ambassadrice des pôles en France, et en fait, en France, c'est une activité bénévole, mais elle gère un budget de 100 millions d'euros par an, avec quelques employés. Alors, c'est une somme dérisoire, beaucoup vont dire ça, mais le parquet financier de Paris est en train de monter une enquête pour savoir comment elle a géré depuis qu'elle est à cette fonction les 100 000 euros d'allocation, enfin d'argent. Non, c'est 100 000 euros, pas 100 millions, 100 000 euros d'argent qu'on lui concède par an pour gérer justement. En fait, c'est une activité bénévole. Donc, normalement, elle n'est pas payée pour ça. Donc, oui, quand même, mais il y a quand même un argent qu'on lui donne pour qu'elle puisse. Oui, donc actuellement, il y a une enquête qui est ouverte. Les députés là-bas ont lancé. Mais au Cameroun, on est comme dans une forme de zombification. Le pays est tout le temps sclérosé et on ne comprend pas ce qui se passe. Les députés mangent bien. Les députés mangent à la mamelle nourricière de qui vous savez. Les députés, M. Eric Fopoussi, ont d'autres chats à fouetter, ils ont des entreprises. On devient député plus pour protéger ses affaires que pour protéger la nation. Ça, il faut le retenir, M. Eric Fopoussi. On est plus député pour protéger ses affaires que pour gérer les affaires de la nation. Lorsqu'on veut bloquer les affaires, on peut dire non, c'est pour les députés tels. Il dit ça, il va s'y faire, il va s'y faire. Je suis député de la nation, on appelle les médias, il fait 2, 3. Après, c'est terminé, on libère ses affaires, il se tait. C'est ça, ce pays. C'est la bagarre alimentaire. On bagarre plus pour manger que pour voir le pauvre, le voisin du quartier qui n'a pas le pain, qui n'a rien. Non, monsieur Fopoussi. Ils sont peu ceux qui se battent pour ce pays. Peu ceux qui se battent pour ce pays. Le reste, c'est des mangeurs. La preuve, regardez, il bagarre pour être là. Allez voir, ne serait-ce que les micro-projets. 40 millions, quelqu'un il a fait 40 millions. Allez voir ce qu'il a fait. Interrogez les 40 millions. D'accord. Les questeurs même qui a l'Assemblée nationale, la chambre qui s'occupe du suivi des différentes réalisations, est-ce qu'elle fait son travail? Ça vaut pas la peine. Malheureusement, donc on va continuer à avoir des projets qui n'arrivent pas à leur terme, malheureusement, dans ce pays, comme ça l'est pour la cité des cinquantenaires.
là-bas à Bonapriso. On va, madame, monsieur, s'arrêter ici, tout de suite, et vous retrouver dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. 16 janvier 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque matin, d'ailleurs, entre 10h et 12h pour ce programme. Et nous allons démarrer cette deuxième partie, puisque nous y sommes. Cette deuxième partie avec quelques messages reçus par vos soins ce matin, Karine. Repose en paix, Maître Swap. For 38 years, we have borne witness to great and unfortunate things in this country. I will not be surprised tomorrow if any one of us guys are victims of such tragic death. Par rapport à l'histoire du jour, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Charles Hamel. D'ailleurs, voilà, ça c'est un message de Passy de France. Moi, je ne comprends pas le problème de cette jeune mère. Si elle veut nous dire que sa belle-mère est dans la sorcellerie, sa belle-mère est compliquée, qu'elle le dise. Et s'il vous plaît, vouloir soutenir l'insoutenable. Cette femme n'a rien à dire. Ça, c'est Mbale Ateba. Une étude scientifique. C'est l'hypothèse que privilégie Dominique Audrey, hein, d'une belle-mère qui soit compliquée. Hein. Elle n'est pas folle en tout cas. Mais de toute manière, vous posez le problème. Elle n'est pas folle. Elle règle le problème de la Ce sorcellerie. que Charles Hamel dit me semble tout aussi plausible. Dans les églises de réveil. Oui, parce que ces gens-là ont une manière facile d'endoctrinement, de lavage de cerveau très puissant. Et de rendre tout sorcier. Je ne sais pas comment ces gens-là réussissent à avoir autant d'impact dans l'esprit des gens, mais lorsque vous avez votre proche qui entre dans ces choses-là, le discours devient très violent. Une étude scientifique affirme que les enfants qui vivent avec leur grand-mère vivent plus longtemps. Donc j'estime que cette femme n'a aucune raison valable de priver ses enfants de cette opportunité. Autre chose, comment elle prendra la chose si c'était son mari qui le faisait ou pensait ainsi de sa mère? Respecte d'abord aux belles-mères parce que c'est elle dans une certaine mesure qui a appris à ton mari la façon dont il t'a aimé et que tu as apprécié. Steven Dawson. Sans toutefois vouloir donner raison à la femme, elle aurait pu vivre une frustration, une stigmatisation toute petite vis-à-vis de sa grand-mère. Concernant la mort de l'avocat du MRC, la mondanité devrait démissionner ipso facto, à moins que... Le médecin devrait démissionner. À moins que ce soit un règlement de compte. Ah, c'est Charlie et Tundi. Oui. D'accord. Voilà. On va s'arrêter là pour les messages pour ce matin, madame, messieurs. Continuez à nous écrire sur la page Facebook de l'émission. On aura l'occasion, avant la fin de l'émission, de lire quelques-uns des messages si le temps nous en donne la possibilité. Nous allons tout de suite avec vous, Karine, faire la revue des réseaux sociaux parce que la toile, je devine, est enflammée par ce que vous savez. Oui, la toile est enflammée, la toile est en larmes, la toile crie. C'est vrai qu'il y a des suppositions qui sortent, mais l'information, c'est que Maître Swap, Sylvain, est décédé. Coordonnateur du collectif des avocats assurant la défense dans le cadre des affaires politiquement orchestrées au plan judiciaire contre le président Maurice Kamto, ainsi que les alliés du MRC, a été victime d'un accident de la circulation à son entrée dans la ville de Bafoussam dans la nuit de vendredi 10 au samedi 11 janvier dernier. Aux dernières nouvelles, ils avaient été évacués dans la ville de Yaoundé par ambulance pour poursuivre les soins. Mais ce matin très tôt, on apprend qu'il est décédé des suites d'une anesthésie qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? La question se pose à ce niveau. Tout d'abord, nos sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Vraiment, ce matin, on ne peut être que sévèrement, on va dire, remonté contre le système de santé du Cameroun. C'est vrai que nous sommes habitués à le dire sur ce plateau. D'ailleurs, on en parlait encore hier avec l'enseignant qui a été, comme vous le savez, tué par son élève au lycée classique de Colbison, et on s'était dit ici hier que c'est quand même honteux pour ce pays qu'au XXIe siècle, en 2020, des gens meurent parce que ayant perdu beaucoup de sang.
Et pas qu'on meurt à Malantoine ou à Ngelmenduka, mais on meurt en pleine capitale politique du Cameroun parce qu'on s'est vidé de son sang. Donc nous le disions ici encore hier en disant que ça pose un réel souci. Je voulais quand même rappeler que Maître Sylvain Swop, Karine l'a déjà dit, mais c'était surtout et davantage un ténor du barreau. Il fait partie du Conseil de l'Ordre. D'ailleurs, il fait partie des rares avocats qui ont été reconduits. Vous savez que quand le bâtonnier Jackson Nyekamga a perdu les élections tout récemment, le bâtonnier qui est en poste actuellement, Pati Chakunte, qui est arrivé, donc il est l'un des rescapés de l'ancien Conseil de l'Ordre du temps de Jackson Nyekamga. Donc il faut quand même le rappeler. Donc c'est un ténor du barreau du Cameroun et son départ aussi en deuil le barreau du Cameroun. Alors, bon, Bengan, on va avoir le temps de faire un tour de table, mais comment vous accueillez cette nouvelle triste ce matin? C'est un assassinat. Non, je n'accuse pas les médecins. Non, on ne peut pas commencer comme ça. Vraiment. C'est un assassinat. Cette émission n'a pas vocation à distribuer nous ne sommes pas les procureurs. Voilà. Qui appelle centre urgence de ceci, des médecins qui sont. Je parle du système de santé au Cameroun. D'accord. Donc l'hôpital camerounais est un mouroir. Je peux vous citer des cas. Le révérend Kenny, peut-être vous ne l'avez pas connu, de l'église évangélique Cameroun, était d'ailleurs un activiste dans la société civile avec le nouveau mouvement des droits de l'homme. NDH, oui. Kenny. Je peux vous parler de Mongo Betty, je peux vous parler de Ateba Yene, je peux vous parler de Françoise Foning. Il y en a tellement de choses que ça devient compliqué au point où ça a d'ailleurs irrité les médecins eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a réjoui lorsque les jeunes médecins, je parle du docteur Kamta, docteur Yves Basson, qui créent un syndicat, au moment, et vous regardez comment ça se fait, et ils déposent leur dossier au greffe du syndicat, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et le ministère de la Santé vient vous dire que mon collègue de l'administration territoriale m'a dit qu'il n'a jamais enregistré un tel dossier. Comme si les syndicats s'enregistraient au ministère de l'administration territoriale comme les associations d'études. Mais qu'est-ce qui est important dans ce syndicat, dans l'orientation de ces syndicats de médecins publics? Contrairement à l'orientation des syndicats, normalement, ces médecins ne commencent pas par dire porter le salaire des médecins à 1 million, tant d'ordre le salaire. Non. Ils sont offusqués par le fait qu'ils sont incapables de porter leur expertise, les secours aux patients qui sont devant eux. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Ils appellent le corps social à se mobiliser pour que le Camerounais se soigne bien à temps. Se soigne bien et à temps. Mais bon, quand même, hein, je veux dire que ce qui se passe là, c'est inédit. Parce que quand même, il faut qu'on se remémore les circonstances. Il a été victime d'un accident de voiture, de la circulation. C'était le 10, dans la nuit du 10 au 11, donc de vendredi à samedi dernier. Il a eu une petite fracture au bras, il faut le rappeler. Il a été dans un premier temps transporté à l'hôpital régional de Bafoussam parce que l'accident a eu lieu à l'entrée de cette ville en venant de Tchang. De l'hôpital régional, on l'a transféré au Curie de l'hôpital central de Yaoundé. C'est le centre d'urgence de réanimation de Yaoundé qui avait été, souvenez-vous, réhabilité et inauguré en grande pompe comme étant la panacée de ce que nous connaîtrons dans ce pays comme une prise en charge des urgences et des réanimations. Vous savez, je fais juste une petite virgule et on va dire quoi, une petite parenthèse pour dire que là encore, la maquette de ce Curie-là avait été très bien ficelée. Malheureusement, comme c'est un pays de maquette, les prouesses et les avantages de ce Curie-là est resté dans la maquette et pas dans le réel. Il n'est pas tombé dans le réel comme on aurait pu l'espérer. Il est arrivé là-bas, c'est quand même extraordinaire. Avec son bras cassé, il était tout à fait conscient. Il passait des coups de fil, il recevait des gens. Alors, je rappelle qu'il fait l'accident avec Maître Tematé, qui est lui aussi membre du collectif. Maître Tematé, plutôt, était lui beaucoup plus secoué
par cette affaire. D'ailleurs, c'est lui-même qui dit que son cas, c'est un cas, lui, ça va, il n'a pas de souci, et il rassure en disant que non, mais quand même prier pour Tématé, parce que depuis samedi, il est dans les VAPS. Donc il dit, moi, oui, depuis, il n'arrive pas à se relever. Sauf que moi, c'est juste une petite fracture, ça ira. Mais sauf que Maître Tématé a été réanimé lundi, il est sorti mardi soir, et on apprend ce jeudi matin, justement, que Maître Sop qui s'inquiétait et qui demandait qu'on prie pour Tématé, lui est décédé. C'est Tématé qui demandera qu'on prie pour lui. Oui, justement. Donc, il faut bien voir. Alors, ceux qui ont été proches de lui disent que ce matin, lorsqu'il fallait l'opérer, on l'a amené en salle de préparation pour le bloc opératoire. Et beaucoup estiment que c'est là-bas que s'est joué le destin de maître Sylvain Swap, parce que lorsqu'ils sont sortis de la salle de préparation, ils ont dit qu'il est décédé. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement... je veux dire que quand on regarde ça, c'est un film d'horreur, ça. Oui, c'est un film d'horreur. Absolument. Oui. Docteur Ngokanga, qui était affecté à l'hôpital, ou encore de référence ici à Yassa, est morte de suite d'accouchement. Vous pouvez, gynécologue, mort de suite d'accouchement, dans un hôpital de référence. Oui. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça quoi? Non. Et c'est cet hôpital qui a accueilli Sombahana quand il a eu son cas d'AVC. Et vous avez vu, Sombahana a été évacué en France. C'est de ça que je parle. Est-ce que l'hôpital camerounais sera prêt un jour à soigner les habitants de ce pays? Voilà mon interrogation. Et c'est ça qui m'a amené à parler d'un programme d'assassinat. Hier encore, ou avant-hier, Charles Lamel nous a amené dans ces vaccins qui n'existaient plus. Et d'abord, le ministre Mamafouda avait épuisé lui aussi à son époque, même les vaccins, le store de sécurité, on est resté 3 mois sans vaccin. Alors, je rappelle que le docteur Dissongo, le délégué régional de la santé publique, s'est rébiffé. Il dit que le communiqué, la correspondance qu'il a envoyé au ministre de la santé publique était juste à titre préventif, et qu'il n'y a pas de rupture de traitement anti-tuberculeux, et que d'ailleurs les médicaments sont actuellement au port de Douala depuis 6 mois et sont en attente d'être sortis du port de Douala. Donc on le refait. Ça veut dire que les médicaments ne sont pas à l'hôpital. Le port, c'est pour le dédouanement. Le port, c'est pas une pharmacie de l'hôpital. Vous savez que les médicaments, quand ça arrive, il n'y a pas de dédouanement. Voilà, c'est donc pas la pharmacie. Quand c'est encore au port, ça veut dire que ce n'est pas à la disposition de médecins. Ce n'est pas à l'hôpital. Non, ça veut dire que les médicaments bénéficient d'une exonération de douane. Est-ce que c'est dans les hôpitaux? Non. Ça se trouve où? Au port. Depuis combien de temps? 6 mois, ça fait 4 mois, il n'y a pas sur le terrain. pas dire plus. Alors, dans cette parenthèse, voilà. C'est triste. Ok, alors Chalamel, sur cette question, sur le décès de Maître Sylvain Swap, Monsieur Eric Fopoussi, un haut commis de l'État de ce pays, un jour, choque chez lui. Il fait une crise sérieuse. Il habitait à Bastos. Avant de rentrer dans son sud natal, il habitait à Bastos. Il fait un choc chez lui, on le transporte pour l'hôpital général de Yaoundé. Et il arrive à l'hôpital général, il est accueilli aux urgences. La première question qu'il pose, quel est le nom du médecin urgentiste qui est là? On lui donne le nom, il dit ramenez-moi rapidement à la maison. On dit pourquoi? Il dit c'est mon fils. Je connais comment il a fait pour être là. C'est mon fils. Je connais comment il a fait pour être là. Oui. Ils sont nombreux qui portent la tenue, monsieur il faut pousser, de militaire, la blouse de médecin, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas reçu de formation. Il faut le dire. Je parle. C'est vrai ça? Monsieur il faut pousser. Il y a beaucoup. La preuve. Nombreux vous disent j'ai été formé en Pologne, j'ai été formé en Suisse, en Papouasie, en cela. Le terrain nous montre quoi? Le terrain nous démontre quoi? La mort. Comment vous l'enlevez que ce n'est pas un assassinat? Vous appelez ça quoi? Vous avez ouvert l'antenne tout à l'heure en disant c'est une faute lourde. Vous maquillez faute lourde en quoi? Assassinat. Faute médicale. C'est assassinat. Pourquoi vous voulez chercher des synonymes sur des choses qui sont évidentes, monsieur Eric Fopoussi? C'est assassinat. Non, je dis parce que depuis ce matin... Il y a des préalables, je dis parce que ce matin... Monsieur Eric Fopoussi, on parlait il y a des préalables. d'implication politique.
Il y a une batterie d'examens qui sont demandés par d'autres médecins. L'anesthésiste, lorsqu'il vient, il y a des examens que l'anesthésiste demande. L'anesthésiste, lorsqu'il débarque, il y a des examens typiques et précis. Même pour une anesthésie locale, il demande. Attendez, monsieur, il faut pousser. On est quand même dans un centre de référence. Allez rappeler Maman Fouda. Il avait fait, c'est quand même un centre de référence, monsieur, il faut pousser. C'est lui qui avait baptisé le centre de référence. Oui, mais comment est-ce qu'on arrive à ceci? Qu'on prépare, on le fait rentrer et il décède. Quelle a été la dose? Pour une anesthésie locale, il y a une certaine dose qu'on administre. Lui a-t-on donné la dose du cheval? Lui a-t-on donné la dose du porc ou du sanglier? Il faut se poser les questions, monsieur, il faut poser. Il faut se donner position. Regardez jusqu'où les erreurs médicaux arrivent. On a eu pendant longtemps des enfants qui ont été dotés d'une infirmité parce qu'on avait injecté le Kinimax. On a injecté certains produits. Ah oui, il faut le dire. On a connu ça pendant des frères, des cousins qui ont été handicapés à cause de ça. Pendant longtemps, on a laissé passer. Bomboka, c'était une panoplie de personnes. Et ceux qui meurent dans l'ombre, dans le silence, parce qu'inconnus de la République. On a plein d'inconnus de la République qui décèdent dans les hôpitaux parce qu'on a négligé. Je me souviens encore une soirée, j'étais quelque part, monsieur Lifopoussi. Un monsieur est sorti, il a fait une crise. Il a fait une crise, il avait la fièvre, il avait le palu, on disait c'était le palu. Il est arrivé dans un centre médical, monsieur Lifopoussi, tenu par un docteur de la Quintini. Donc je tais son nom ici là ce soir, ce jour. On l'a amené, lorsqu'on regarde, on dit non, c'est le palu, c'est les premiers syndicateurs, on le met le glucosé. Alors qu'il était diabétique. Lorsqu'il présente des complications, on dit amener à l'hôpital. On le transporte pour l'hôpital de la cité des Palmiers. Je vous pouvez aller, je cite à la cité des Palmiers. Il est arrivé dans quelques heures, il est mort. Alors, non, ce que vous dites est extrêmement important par rapport à une anesthésie parce que on a essayé de contacter quelques spécialistes avant le début de l'émission. Lorsque vous avez en face de vous une personne, un patient, vous devez prendre ses paramètres. Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il a un antécédent d'AVC? Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dans cette configuration que je viens de citer, il n'est pas permis de vous mettre dans un coma artificiel ou c'est interdit. On opère des patients comme ça, surtout pour un bras comme ça, il doit être semi-lucide en réalité. C'est ce que nous expliquent tous les spécialistes en anesthésie locale. Donc on ne doit pas l'endormir. Parce que si vous l'endormissez, voilà, vous provoquez une crise cardiaque et ce sera difficile de le réveiller. Donc, comment est-ce que, justement, ceux qui ont fait ça, parce que c'est pourquoi on ne parle pas d'erreur médicale, on parle de faute médicale. Lorsqu'une personne décède de suite d'une mauvaise anesthésie, ce n'est pas une erreur. C'est une faute. L'erreur, ça veut dire que, bon, vous n'avez pas pu, mais là, ça veut dire que vous n'avez pas pu, ce n'est pas une affaire qu'on fait à tous. Ça, c'est règle. Vous devez prendre des paramètres. D'ailleurs, ça me rappelle justement le cas d'une dame qui a vécu dans un pays occidental un cas de fracture à la cheville. Elle est arrivée à l'hôpital là-bas chez eux. Le diabétologue est d'abord arrivé. Il a regardé, l'a suivi. Il y a eu une batterie d'experts qui l'ont suivi avant qu'on ne commence à s'occuper de son pied. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a des problèmes d'hémoglobine? Est-ce qu'il y a des problèmes de coagulation du sang? Est-ce qu'il faut étudier tout ça? Est-ce qu'il y a un début d'anémie? C'est toute une batterie qu'il faut étudier quand même, monsieur, il faut pousser. Oui. Quand on se retrouve à ça, franchement, vous voulez qu'on dise quoi? On comprend pourquoi tous vont se soigner en Europe. On comprend pourquoi tous, lorsqu'ils ont la toux, ils tous, on l'amène à l'Europe pour aller le soigner. On comprend donc que finalement, ils ont vendu du beurre, ils ont vendu de l'air au peuple camerounais pendant toutes ces années. Voilà une simple mort. Voilà une mort gratuite. Voilà une mort gratuite, monsieur Eric Fopoussi. On peut citer le cas du docteur Kingoum, le maître Kingoum, je parle de temps comme ça, maître Kingoum qui a été suivi pendant longtemps. On l'a suivi, on l'a donné la batterie d'examen, batterie de médicaments, jusqu'à un moment donné, l'estomac ne supportait plus. Il a fallu qu'on l'amène en Inde. Parce qu'il avait une overdose médicamenteuse. Lorsque vous arrivez, on vous surcharge avec les médicaments, monsieur le Fopoussi. Les médicaments qu'on donne, les antibiotiques et tout, brûlent l'estomac. Ça, il faut qu'on dise aux Camerounais. Est-ce qu'on a des médecins ou des bouchers au Cameroun, monsieur le Fopoussi?
Alors, Dominique Audrey, votre réaction suite à ce décès, je rappelle que vraiment, sur la toile, il ne fait pas beau temps depuis ce matin parce que les commentaires sont sont très tristes d'ailleurs. Les gens se lamentent clairement. Mon Facebook est devenu un mur de lamentation, pas pour faire de la vanne, hein, je dis juste pour dire que c'est sérieux. Oui, c'est ce qui se passe, oui. Oui, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était vraiment une faute? Vous avez dit quoi? Faute médicale. Oui. Est-ce que c'était vraiment une faute médicale? Est-ce que c'était pas prémédité? Lorsqu'on m'a dit qu'il était mort, j'ai dit attendez, c'est pas le monsieur qui avait le bras cassé? Donc au Cameroun, on meurt déjà de bras cassés. Juste ça. Après, on a parlé. Alors qu'on peut même vous amputer un bras et vous continuez à vivre. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Bon, moi, puisqu'on a traversé l'étape de l'anesthésie qui, on finit par le savoir, était mal faite, forcément, il a eu une réaction. Où était passé ce médecin-là lorsqu'il réagissait mal à l'anesthésie? Ou bien, comme on l'a anesthésié, il est mort complètement. On a fait l'anesthésie locale parce que si c'est juste le bras, on n'a pas besoin de l'endormir, comme vous avez dit. Lorsque on vient avec un malade, on vous présente tout de même le carnet. D'où il vient à Bafoussam, on a dû avoir un carnet. Vous n'avez pas regardé le carnet du malade? Son suivi, oui. Donc, ce qui fait que quand on essaie de s'interroger vraiment sur cette histoire... Il a eu l'accident depuis samedi. Pourquoi c'est ce matin, jeudi, qu'on l'opère? Non, parce qu'il a trouvé certainement des opérations qui avaient été programmées. Il fallait qu'on déprogramme un ou on retarde un pour pouvoir le programmer. C'est comme ça, c'est pas là la quintidie. Vous arrivez là et qu'on doit vous opérer tout de suite. Et il n'y aura personne qui va vous dire que le chirurgien fonctionne suivant un programme bien précis. Soit vous allez en clinique privée. Ah bon? La maladie, ça prévoit? La maladie a déjà appelé quelqu'un pour dire que j'arrive. C'est comme ça. J'ai connu un cas. Je vous parle d'un cas d'espèce où j'ai vécu. Nous sommes arrivés. Il fallait absolument opérer. On a dit, monsieur, vous n'aurez pas le chirurgien là parce que les chirurgiens sont bloqués. À moins que vous le retrouvez dans son centre. Mais il y a des témoignages. Donc, il est libre dans son centre. Il y a des Donc, monsieur Foupoussi, lorsqu'on essaie donc de mettre tout ça ensemble, le carnet qui n'a visiblement pas été consulté, les examens qui préalablement sembleraient n'ont pas été faits, le CV des anesthésistes qui laisse un peu à désirer, on est tenté de se dire que M. Swap il est au mauvais endroit au mauvais moment, ou bien il a été avec la mauvaise personne, tout simplement. Le nom même de l'anesthésiste là, c'est qui? C'est quoi? Non, il faut trouver son nom. Alors, est-ce que vous pensez que on doit exiger une commission d'enquête indépendante, je parle d'international, pourquoi pas internationale, bien sûr, une enquête indépendante constituée d'experts venus de tous bords, d'experts indépendants, pour faire la lumière sur cette affaire. Parce que en réalité, une commission va aider aussi le gouvernement. Parce que va aussi aider le gouvernement. Parce que, évidemment, pour que le gouvernement se lave de tout soupçon d'une répercussion politique de cette affaire. C'est à leur avantage. commission d'enquête. Je pense que Maître Tchakounte Pati doit saisir immédiatement la veuve pour demander une commission d'enquête indépendante. Ils vont choisir eux-mêmes les médecins. Le Curie, qui dépend du ministère de la Santé publique, pourra chercher aussi ces médecins. Mais avec ceci que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Charles Lamel et son tia l'ont rappelé là, vient de me souffler, que s'est-il passé avec Monseigneur Bala? Les experts sont venus d'Interpol, d'Allemagne et tout, ils ont conclu ce qu'ils ont conclu. Donc moi, je n'ai pas confiance à l'État ou au gouvernement si on laisse au gouvernement de constituer cette commission d'enquête. Voilà, l'enfant de Vanessa, tu es où? Enterré en Côte ou bien chez une magistrate, ainsi de suite. A-t-elle même accouché? On ne sait pas. On vous laisse dans des tribulations terribles. Que la veuve, aujourd'hui, elle se calme, mais le bâtonnier de l'ordre. Bon, maintenant, maintenant, la difficulté, la difficulté maintenant, que moi-même j'ai perdu ma propre maman par négligence médicale. Je vous dis moi-même sur ce plateau, je vous le dis, j'ai perdu ma propre maman par négligence médicale. Je sais ce que ça fait. Oui, bon, maintenant il faut établir la vérité. Est-ce que justement il est mort par négligence médicale ou par faute? C'est vous qui parlez de faute. Vous parlez de faute. Vous dites négligence. Moi je dis même négligence. Moi je parle de négligence. Oui. Déjà si à la négligence ça fait mal. Maintenant il faut savoir.
Est-ce que la commission, parce que maintenant, l'enjeu serait de sécuriser son corps. Ça veut dire que, parce qu'on peut... On peut éviter de la substance. Quelle substance? On peut faire on peut éviter, on peut faire en sorte de biaiser une autopsie. C'est-à-dire que maintenant, l'enjeu aussi serait de sécuriser son corps. Si jamais il y a eu quelque chose. Non, ce qui est certain, il était souriant, de trop. plein de vie. Regardez les images tout à l'heure, plein de vie, plein de souriants. Mais c'est pas possible ça. On comprend pourquoi très peu de gens veulent se faire opérer dans ce pays. On comprend même pourquoi les Camerounais aujourd'hui, les Camerounais aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce que ça va créer encore, monsieur Lifopoussy? Ça va créer quelque chose d'assez grave. D'assez grave. Déjà, jusqu'à ce moment, les Camerounais avaient peur d'aller à l'hôpital. Les Camerounais avaient peur d'aller... Je n'entre pas dans l'aspect politique, monsieur Lifopoussy. Parce que s'il faut faire entrer, ça va créer une autre complexité terrible. Mais vous connaissez la non, mais ce qui n'est pas faux. Ce qui va nous amener. Ce qui n'est pas faux. Souvenez-vous, ce qui n'est pas faux. Souvenez-vous, lorsque je m'obstinais dans cette émission, à l'époque de l'hôpital district de Deido, lorsque je m'obstinais à relever ici les tares et les manquements des infirmières là-bas. Souvenez-vous, je n'arrêtais pas de taper dessus, de dire que là-bas, les infirmières ne sont pas de qualité, elles s'en foutent, et que juste après, le ministre les a sanctionnés. Souvenez-vous, il m'a dit, Eric, je te conseille de ne plus en parler parce qu'un jour, tu peux être malade, tu te retrouves entre les mains, je dis c'est une infirmière, et elle te traite. C'est une infirmière de Deido qui avait dit la chance que nous on a, c'est que nous on vous connaît, mais vous ne me connaissez. Je répète ce que je vous avais dit, mais vous ne me connaissez pas. On nous a éparpillés, vous tomberez un jour. Je marcherai avec votre seringue. Et c'est là que je suis venu vous dire, monsieur Eric Fopoussy, prenez care. Oui, donc c'est une façon de dire qu'on n'est plus en sécurité dans ce pays. Et j'avoue que juste après ça, beaucoup de gens d'ailleurs m'ont conseillé d'avoir un médecin qui me suit régulièrement, en qui j'ai confiance. Et que si je tombe malade, je fais attention de me retrouver dans un hôpital. Donc ça veut dire que si dans ce pays, on en est à se poser ce type de questions, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Les médecins, rappelons-nous, lorsqu'ils sortent de l'école, ils prêtent serment d'Hippocrate. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'un médecin a devant lui un patient, est-ce qu'il doit réfléchir que bon, celui-ci me doit de l'argent, celui-ci parce que il a insulté ma mère, celui-ci parce qu'il a fait ci. Donc il y a quand même à s'interroger sur le système de santé au Cameroun. Qu'est-ce qu'est la formation que ces gens reçoivent? D'abord, il faut quand même qu'on se rende compte que être médecin, c'est une vocation. Être infirmière est une vocation. Malheureusement, on a le sentiment que je suis arrivé, monsieur Eric Fopoussy, dans un quartier, comme on appelle Ndokpassi, où j'étais avec quelqu'un qui a eu des douleurs dentaires. On s'est déplacé pour un cabinet médical dentaire. En Ndokpassi, on est rentré, on a discuté 2 ou 3. J'ai commencé à poser en disant dans tous les trucs, on voit quand même les tableaux, sortis de telle école. Pourquoi chez toi on ne trouve pas? C'est une femme qui me tient à côté, elle dit que non, il a appris chez son grand-père. Son grand-père était médecin, il a appris à danser, à arracher les dents. C'est de là où il a fait le travail. Voyez jusqu'où on est, monsieur Lifopoussy. Voyez-vous jusqu'où on est en train d'évoluer. On parle de santé, ça vous fait rire. Et une dent, ça tue. J'ai dit, on vous parle de la santé. Je dis, donc pas si, monsieur Lifopoussy. On parle de la santé. Essayez de vous rendre compte que celui qui va prendre ça va se dire, mais bon Dieu, je ne vais pas en faire quoi à l'hôpital. Moi, j'ai été malade, monsieur Lifopoussy. J'ai eu une prescription où j'ai eu mal à l'estomac. J'ai eu un débit d'estomac parce que le médicament qu'on m'avait donné m'avait brûlé littéralement l'estomac. Ah oui, il faut le dire. Et l'œsophage, oui. Est-ce que c'est sérieux ce qu'on est en train de faire dans ce pays? Qui est-ce qu'on forme dans ce pays? Quelle formation on donne? Quelle est la compétence de nos médecins? Voilà un cas aujourd'hui qui va encore reprendre le Cameroun. Remettre là où vous savez, avec tous les débats que cela va créer, et mettre le Cameroun dans les classements que vous connaissez en termes de prise en charge médicale. Donc voilà, donc vous dites que la commission d'enquête indépendante est inutile. Pour vous, inutile. On passe dessus. Je vous ai parlé de la jurisprudence, monsieur Eric Fopoussy. La jurisprudence, monsieur Mbala. On va faire venir ce qu'on va faire venir. Qu'on nous donne l'anesthésiste, c'est tout. Qu'on donne le nom et qu'on applique les sanctions contre tout ce corps médical. N'ont-ils pas pris les paramètres? Oui, les paramètres ont été pris. Les antécédents, c'était lesquels? Il est revenu de Bafoussam. Qu'est-ce qui a été décrété au niveau de Bafoussam? Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'on a fait des radios? Tout ça doit être établi. L'anesthésiste, est-ce qu'il a prescrit ses examens? Est-ce que ça a été respecté? Tout ça doit être fait. Est-ce qu'il s'est levé de chez lui pour venir tout simplement faire l'anesthésie? Il y a tout ça à quoi il faut penser, monsieur. Il faut penser. Parfois, vous allez vous entrer dans le laboratoire. Vous allez vous faire des prélèvements. Pendant qu'on est en train de vous faire les prélèvements, celle qui fait les prélèvements est en train de manger le pain, haricots, pain de viande, pain de foie.
Elle mange 2 pains, 3, 10 places de fesses comme ça. Elle mange encore, elle croque le pain. Elle va te faire les injections de cerveau. Si vous parlez de mais c'est vraiment grave ce que vous dites parce que d'ailleurs, chaque fois on le dit dans cette émission pour, on va dire, souvenez-vous du cas de cette infirmière qui a injecté de l'alcool à Garoua. Un bébé. Un bébé. Voilà encore notre cas. Et c'est passé comme ça. Personne n'a... Elles ont été suspendues pour 3 mois. Oui. Après les 3 mois, plus rien. Mais En en réalité, quand même, dans ce pays, on doit, je ne sais pas, faire les états généraux de la santé. Hein, à un moment donné, parce que ça commence à... Ça commence à bien faire. Parce que là, il y a une succession de faits, ça devient inquiétant. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de Maître Sylvain Swop, parce que il faut au moins qu'on dise un mot sur l'avocat qu'il a été. On l'a connu au Conseil constitutionnel pour le grand public, avec le contentieux. Il a été le premier, lorsqu'on a ouvert le contentieux, c'est le premier qui a pris la parole devant le Conseil constitutionnel, et c'est lui qui avait à l'époque dit que tel conseiller était du RDPC, tel autre, il avait essayé justement de mettre à nu le Conseil constitutionnel. On sait également qu'il a fait des plaidoiries dont on se souvient encore aujourd'hui, la mémoire est encore fraîche, où il parlait d'éléments perturbateurs. Vous savez de qui il parlait à ce moment-là. D'ailleurs, la même personne a fait un post justement pour annoncer qu'il a fait l'accident. Bref. Pour dire que c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe, et nous savons que il était actuellement engagé avec le MRC sur plusieurs dossiers. Il y a d'autres militants qui sont encore en prison, Mamadou Mouta, mais également le cas de monsieur Siewe Wilfried, qui est ce Camerounais qui vit en Allemagne, qui est toujours incarcéré à la prison actuellement, et donc ces cas ne sont pas encore réglés, alors que lui, il suivait aux côtés d'autres avocats, Maître Sim, Maître Tematé et les autres, Maître Kokam et les autres, qui suivent ce dossier-là de manière régulière. Bon, ça pourrait avoir un impact sur un parti comme le MRC. Je rappelle qu'il n'est pas militant du MRC, hein. Il est juste avocat du MRC et très grand ami de Maurice Kamto. Très très grand ami de Maurice Kamto. Oui, ça aura un impact au moins à 2 niveaux. Il y a le côté émotionnel que nous tous, mais le côté professionnel également. Parce que ce n'est pas déjà des personnes qu'on remplace aussi facilement. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que même le nouveau bâtonnier, il a reconduit. Oui. Et dans les milieux, on dit qu'il est parmi les brillants avocats d'affaires qu'on avait dans ce pays. Et également en matière de procédure. C'était un grand procédurier. Donc, et vous savez qu'en justice, beaucoup d'affaires, ces gars se perdent au moment de la procédure. Tout à fait. Et vous avez d'ailleurs vu comment il avait embarrassé le pouvoir et les avocats de pouvoir à l'époque lorsqu'il a parlé de M. Bondé, Emmanuel Bondé, qui était encore, ne devait pas être membre de conseil, de conseil constitutionnel là, quand il a parlé de la récusation d'études. On a pensé qu'il récusait le conseil. Non, il a dit qu'il y a certains membres qui ne devraient pas. Donc, à un moment où le procès passait, et nous qui ne connaissons pas le droit, on a appris beaucoup de choses. Ils devraient se soustraire parce que leur implication, étant militant du RDPC, allait peut-être influencer. Oui. Il avait d'ailleurs dit... Tout comme il faisait justement, je me rappelle très bien de l'examen, il disait que vous pouvez avoir un problème avec je ne sais pas, il avait pris l'exemple d'un juge qui... Que même en cas de divorce, oui, voilà, vous remarquez que votre femme, elle est liée d'une manière ou d'une autre avec un magistrat et tout, vous pouvez récuser ce juge-là de statuer sur votre affaire, mais ce n'est pas vous dire qu'il est un mauvais magistrat. Ou bien qu'il n'est plus magistrat. Qu'il n'est plus magistrat, ou même qu'il est un mauvais magistrat. Non, on dit, pour cette affaire de divorce ici, c'est le neveu de ma femme. J'ai doute qu'il puisse apprécier normalement l'affaire. Donc, on le met de côté, on le remplace par quelqu'un d'autre. Donc, vous avez, nous, on nous avait amené dans le... Il récuse tout un conseil, il récuse. Alors que non, le gars, il était... Quand vous avez donc quelqu'un qui est aussi méthodique, et il peut commencer à gêner. Mais également, au sein de la famille qu'il accepte, l'avocature, le MSC et ses nombreux clients, ça va être... On ne perd pas. Quand je dis, nous, les initiés, nous avons l'habitude de dire que la terre va avaler un maître Sop et la terre ne sera jamais rassasiée. Donc, la terre est-elle vraiment prête à avaler un avocat comme lui et attendre à avaler encore d'autres personnes sans qu'elle ne soit rassasiée?
C'est choquant. Oui, oui, Karine, sur le fait que tout le monde s'accorde que Maître Sylvain Sop était un homme brillant, avocat brillant, très jovial. Je rappelle qu'il a été plusieurs fois le matin notre invité dans l'émission Bonjour chez vous. On l'a plusieurs fois interviewé en direct. Et chaque fois que je l'appelais la veille, très tard, il me disait Monsieur Poussi, vraiment, j'ai passé la nuit au tribunal, je suis fatigué, vraiment, comme c'est à 7h, vraiment, je préfère que tu nous appelles à 8h30. Donc, chaque fois, je me rappelle encore de ce qu'on se disait avant les émissions. Je me dis, mais mon Dieu, Karine, oui. Justement, Maître Sop est aussi auteur, si vous ne le saviez pas, du livre Exécution des décisions pénales, puisque mon beau-père parlait de quelqu'un de très procédurier. Commentaire du livre 5 du Code de procédure pénale paru en 2007 dans les presses universitaires d'Afrique. On l'a aussi connu dans son combat pour l'institution d'une infraction d'enrichissement illicite au Cameroun. D'accord. Donc, concernant les blanchiments d'argent. Donc, il est également très calé sur ces questions d'enrichissement illicite, vous imaginez, Maître Sylvain Sop. Alors, ce qui est quand même intéressant de dire, c'est de savoir, pour le MRC Chalamel, vous leur conseillez d'être plus vigilant, de ne pas faire confiance à nos hôpitaux. Je parle de vous et moi. Hein? Ça nous parle. Non, mais c'est ça que je dis que ça nous parle. Je laisse le MSC, ça nous parle à nous deux. Avec un bon boc. Voilà. Ouais, c'est vrai quand même que. C'est vrai quand même que. Non, mais vous savez, c'est ce que j'ai eu comme pensée ce matin. Je me suis dit que, attention, je vous fais un petit congo ça sur ce que. Parce que Karine Sontia m'a fait un commentaire ce matin à cette tendance. Elle m'a dit qu'elle a dit bon. Alors, dis-moi, il doit fuir ce métier. C'était sa première réaction. On est en direct, elle est devant nous. Elle m'a dit, est-ce que fuir ce métier? Oui, parce qu'en réalité, c'est ça, en réalité. Donc, vous savez, il y a des gens qui, quand ils disparaissent, vous posez des questions. Ça peut être une disparition normale. Mais sauf qu'il y a trop d'éléments qui se mettent en place. Pour expliquer. Je voulais juste vous rappeler ce que Maurice Kamto avait dit le 25 novembre dernier lorsqu'il annonçait le boycott du double scrutin. Je vais le citer. Il disait « Un projet d'assassinat physique de ma personne, celle de Penda Ekoka, Christian, Albert Zongan et certains membres de la coalition gagnante nous a été signalé. Les Camerounais doivent s'attendre à tout d'ici le 9 février et même avant. » Maurice Kamto dans le texte le 25 novembre 2019. Voilà. Alors, on va évidemment vous remercier, madame, monsieur, de continuer évidemment à réagir sur cette question. On va peut-être lire quelques messages on va lire quelques messages d'hommage à Maître Sylvain Sop. Il y en a tellement de tous les bords politiques qu'ils soient, parce que ce qui est intéressant sur les gens brillants, c'est que la disparition parfois suscite une grande émotion auprès de tout le monde, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, reconnaissent quand même que malgré que nous n'étions pas d'accord sur le plan idéologique, mais je reconnais que c'était un grand homme. On vous dit chez les Bantous que lorsque la mort survient, le temps s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Oui. Les problèmes, les joies, tout s'arrête. On pleure d'abord le mort. Voilà, Karine. Ma grande sœur a fait un accident dimanche matin, fracture de la rotule à la garnison militaire. On dit que le spécialiste n'est pas là, donc obligé d'aller chercher un masseur au quartier. Ça, c'est Pianki qui a écrit sur la page. Ça ne les gêne pas. Vous voyez ça? Écoutez les réponses. Et après, on se plaindra qu'on est venu taper un médecin à l'hôpital. C'est à cause des réponses. Non, monsieur Fokosi, c'est à cause des réponses comme ça que les gens arrivent, oui, à certains extrêmes. Hein? Quelqu'un arrive avec le pied cassé, le médecin n'est pas là. Si la personne était en train de mourir, je vous promets, mon parent meurt entre mes mains et qu'on me donne ce genre de réponse, mais je ne réponds même plus de moi. D'accord, très bien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça, c'est humain. C'est l'humain qui est en elle qui parle. Vous êtes prévenu. Nous l'appelions avocat beurre pour ses compétences. Le Cameroun vient de perdre l'un de ses brillants fils. Ça, c'est Clovis Ngepi qui a écrit.
sur la page. Voilà le résultat de l'admission des enfants des autres et de la corruption dans nos écoles de médecine. D'accord. Yomi. Voilà, il y a tellement de commentaires, tellement de messages. On va continuer à éplucher et attendre d'ailleurs les conclusions de ce que vont nous dire les médecins du Curie de l'hôpital central de Yaoundé. Il est important aussi que ces médecins-là puissent réagir, au moins, j'imagine qu'ils ont une seule communication, qu'ils puissent réagir et nous dire effectivement quelle est leur sanction par rapport à ce qui s'est passé. On va, madame, monsieur, prendre tout de suite interpellation pour ce matin. On va regarder l'élément préparé pour nous par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur ce plateau. Restez avec nous. On a d'abord un souci dans ces pays-ci. Oui, d'abord, on a une justice d'abord très faible, très fragile. Oui, c'est ça qui freine le développement dans ces pays. Le problème de justice. Oui, pour une justice corrompue. Pour un simple détail comme ça, là, quelqu'un peut t'amener n'importe où. Tu te retrouves en prison en train de faire 10 ans, 15 ans. C'est d'abord ça. Sa justice, à un moment où on va stabiliser notre justice, la justice est équilibrée pour tout le Camerounais. À partir de ce moment-là, le développement va suivre. Voilà, on va faire un commentaire au Robengan. J'ajoute à la suite du compatriote que nous n'arrivons pas à décoller parce que nous n'avons pas une justice qui sait qu'elle a le pouvoir ou que la Constitution lui confère un pouvoir. C'est ça que l'un des blocages, des obstacles que nous avons pour notre épanouissement. Puisque nous parlons de l'actualité, vous voyez, des choses sont en train de se passer terriblement. À la chambre administrative de la Cour suprême, vous avez les tribunaux administratifs des régions vous disent une décision, d'abord ils prennent des décisions qui ne sont pas conformes partout, et arrivé le banc, ils disent on a pris en premier et dernier ressort. Pour l'avocat, il fait un pourvoi en cassation. Et arrivé le tribunal administratif, il dit non, il fallait faire appel. Puisque vous avez parlé de pourvoi, on ne reçoit pas, irrecevable. Il faut faire appel. Donc, vous voyez, quand vous avez une justice comme ça, et pourquoi alors ces des tribunaux, des régionaux, tribunaux administratifs au niveau des régions, parlaient de ça? Vous voyez, quand vous êtes donc dans ce coup où on peut interpréter la loi comme on veut, chacun comme il veut, on n'a pas de justice. Interprétation à géométrie variable. Maître, je pense, Guinée a failli s'immoler là une fois, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Il y a 2 ans, oui. Et tout ça, et Transparency International nous indexe tous les jours. On dit, ça devient compliqué. Si vous entrez dans les litiges fonciers, là, alors ça devient tout un problème. C'est vraiment la justice doit savoir qu'elle a un pouvoir qui n'est pas inféodé au pouvoir exécutif. D'ailleurs, il y a des réformes qui sont proposées par les uns et les autres. Le fait que le président de la République soit en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, voilà, ça pose un réel problème pour beaucoup de gens qui estiment que voilà, ça donne beaucoup trop de pouvoir à un seul homme et qu'on devrait justement faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit un contre-pouvoir. Et vous avez ce problème d'insécurité. Il y a un enfant qui poignarde ici. Vous avez les mouches et les abeilles qui peuvent s'aimer dans un quartier de la terreur. Vous n'entendez jamais un procureur de la République. Je vous ai dit que un procureur de la République venir dire que voilà, c'est lui qui s'occupe de la sécurité. Je vous ai dit ici hier que Joshua Oshi avait dit que l'ENAM ne sert à rien. Absolument. Il avait dit qu'il va... Comment se fait-il que vous avez une école où vous formez les magistrats, les sous-préfets, les douaniers et les inspecteurs d'impôts? Donc les 4 postes sont formés dans une même école. Mais comment est-ce qu'ils ne vont pas, comme ils sont camarades, là, ils se connaissent, ça, comment est-ce qu'ils ne vont pas prendre le pain en otage, malheureusement? Donc, il disait qu'il fallait justement faire en sorte que chaque personne ait son école de formation normale et qu'il n'y ait pas de frottement, malheureusement. C'est ça qui crée le blocage institutionnel. Il y a la politique de check and balance dont on parle aux États-Unis, des contre-pouvoirs ne marche pas. Lorsqu'on lit Montesquieu dans l'esprit des lois, on voit très bien que Montesquieu dit bien comment l'État doit fonctionner en termes de pouvoir, si on veut qu'il n'y ait pas d'abus, comme on le voit aujourd'hui, où chacun peut lire la loi comme il s'est réveillé. S'il s'est réveillé le matin avec une bonne humeur, voilà, il lira la loi
en votre bénéfice. Si c'est réveillé du mauvais pied, et bien voilà, il va vous dire que dans la loi dit plutôt ceci sur un même fait. Sur un même fait. Donc c'est malheureux, madame, messieurs. On va évidemment lire quelques messages après interpellation, Karine Santia, sur tout ce qui se passe. On rappelle que les gens continuent, les personnes continuent à réagir hein, sur ce qui se passe. Ils sont venus même ici en France, parlant de la colère, nous vendre le projet en nous demandant de souscrire le prêt pour l'achat des appartements là-bas. Beaucoup ont été sceptiques. C'était à l'ambassade du Cameroun et en présence du directeur général du Crédit Foncier. Ah, c'est qui là? C'est quelqu'un depuis la France, De la France qui dit que et qui a de la mémoire. les équipes de la SAD, les communautés urbaines sont venues à l'ambassade et ont appelé la diaspora à souscrire des locations, des appartements. Vous payez, le temps que ça finit, cela vous est remis. Mon Dieu. Je vous ai dit que les Camerounais ont de la mémoire. Ils ne sont pas amnésiques. Non, ils ne sont pas amnésiques. Voilà, ils ne sont pas amnésiques. Ils semblent calmes, mais ils ont de la mémoire. Ils rappellent toujours que vous avez fait telle promesse. Où en est-on aujourd'hui? Imaginez-vous donc ceux qui ont souscrit. Oui. Et on n'est qu'à 2 blocs. 2 blocs même sans porte, sans rien. Sans rien. Ah là là. Malheureusement. Oui. Mais même ce qu'on a fini, c'est compliqué. Les logements qui sont à Bakoukou là-bas, vous savez. Donc on a fini, tout est propre, mais sauf que les gens doivent entrer depuis. Personne n'entre. les herbes ont atteint un niveau d'arbuste. Les cancrelats et tout. Voilà. Karine. Et Hugues Magnier qui dit sur la page que ce sont malheureusement des charcutiers et non des médecins. En voulant favoriser les amis et les copains, on tue les Camerounais innocents. Quand les médecins camerounais seront devant la barre et condamnés, le Cameroun aura des bons médecins. Jackson Choualak. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est que les Camerounais ne sont pas des bons médecins? Non. On ne les met pas dans les bonnes conditions de travail. On parlait tout à l'heure des médecins, les Kamta et Yves Basson. Oui. Comme ils ont dit que non. Donc, ils ont demandé à leur hiérarchie de leur donner la possibilité de bien travailler. C'est tout. C'est tout. Voilà un syndicaliste qui ne revendique pas l'amélioration de son salaire. Il dit mettez-moi dans de bonnes conditions de travail. Et puis il y a aussi la question du plateau technique. Hein. Mais on peut un peu parler comme ça, alors que il leur manque de seringues. Quelquefois le médecin est obligé d'enlever l'argent à sa poche pour aller acheter les seringues. Vous savez qu'on a passé plusieurs mois, M. Rifopoussi, en 2019, il y avait des soucis d'oxygène à l'hôpital à Kintini. Voilà, par exemple. Soucis d'oxygène. Par exemple. L'hôpital à Kintini. Oui. C'était décrié par le personnel même qui disait pardon, parlez dans les médias, allez parler, on a tel problème. Vous voyez, regardez la vitesse avec laquelle le délégué régional envoie d'abord le premier courrier. Quand on lui dit que tu as dit quoi comme ça, tu as osé dire quoi comme ça, il reçoit notre communiqué en se tuant davantage en disant que c'est au port depuis 6 mois. Constille Lamine est avec nous. On va y aller rapidement puisque le temps qui nous est imparti est écoulé. Constille Lamine, vous parlez de Sorepco ce matin. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Et déjà merci à tous ces gens qui se rendent de plus en plus nombreux dans les agences Sorepco. Parce que du côté bien sûr de Sorepco, il y a une grande promotion sur les batteries de voitures et bien sûr des pneus de qualité supérieure. Et ce matin, nous sommes encore là pour essayer d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin bien sûr d'une sécurité, de tous ceux-là qui ont besoin d'une batterie de qualité, pour tous ceux-là qui ont besoin bien entendu de bien rouler, que ce soit sur les axes lourds, que ce soit c'est-à-dire sur les routes secondaires et même dans les quartiers. Calé du côté de Sorepco, là-bas vous avez les pneus d'origine et bien entendu des batteries de voitures de qualité supérieure. Il faut déjà rappeler à tous nos téléspectateurs que la promotion en ce moment dans les agences Sorepco, c'est sur les batteries de véhicules. Et quand on parle bien sûr de batteries, on parle d'une marque mondialement reconnue, d'une marque utilisée par tout un chacun. Et ceux qui n'ont pas encore cette batterie, c'est une occasion plus que jamais d'aller dans les agences Sorepco. Vous avez bien sûr des batteries de marque Parma à des prix vraiment dérisoires. Vous les avez à partir de 41 000, des batteries bien sûr de qualité à partir de 40 000 francs temps pour moi dans les agences Sorepco. Une batterie de marque Parma, vous l'avez à partir de 41 000 francs dans les agences Sorepco. Ces batteries ont cette particularité-là d'être des batteries d'origine. Ces batteries ont cette particularité d'être des batteries qui mettent long, bien entendu. Donc, plus besoin d'acheter une batterie chaque mois. Avec Sorepco, vous avez une batterie pour
plusieurs années. Et c'est bien sûr la batterie de marque Parma, que ce soit pour des voitures de tourisme, que ce soit pour les taximens, que ce soit pour les camionneurs, que ce soit pour les tracteurs, que ce soit même pour les bus. Allez dans les agences Sorepco, une batterie de qualité supérieure, une batterie neuve, une batterie avec garantie, une batterie de marque Parma, une batterie tellement stylée, une batterie solide. Vous l'avez à partir de 41 000 francs dans toutes les agences Sorepco. Également, c'est l'occasion pour moi ici d'attirer l'attention des revendeurs, d'attirer l'attention des mécaniciens, d'attirer l'attention des garagistes. Allez à Sorepco et réaliser de très bonnes affaires. Acheter une batterie, c'est bien, mais acheter la batterie de marque Parma, c'est encore mieux. Parce que non seulement elle coûte moins cher, elle est de qualité, elle est d'origine et nous vous donnons une garantie de plusieurs mois quand vous achetez une batterie de marque Parma chez Sorepco. Et cette batterie, je vous la présente ce matin. La voilà. Voilà comment elle se présente. Une batterie complète, une batterie de qualité. Oh là 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 là. Que ce soit pour le camion, que ce soit pour le taxi, pour la voiture personnelle, vous l'avez à partir de 41 000 francs, une batterie dans les agences Sorepco. Nous allons tout de suite laisser les batteries pour parler bien sûr de cet élément. Regardez comment c'est solide. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est neuf. Cet élément s'appelle l'élément qui nous permet de bien rouler. Cet élément s'appelle l'élément qui nous permet de bien freiner. Parce que si cet élément est usé, si cet élément n'est pas de qualité, si cet élément n'est pas d'origine, on va dire bienvenue aux accidents. Donc pour éviter les accidents, pour éviter les hécatombes, je vous invite d'aller bel et bien dans les agences Sorepco et acheter un pneu de marque Rothschild, bien entendu. Et en ce moment, nous allons vous permettre d'avoir une réduction de 50% pour les premiers clients qui vont commander. Oui, une réduction de 50%. Ça veut dire quoi? Le pneu qui coûte 48 000, vous l'aurez à présent à moins 50%. C'est donc l'occasion de courir dans les agences Sorepco. Oui, les pneus de 48 000, vous les avez pour les premières personnes à commander. Pour les premières personnes à acheter, vous l'avez à 50%. Ça veut dire quoi? Le pneu de 48 000 francs, vous l'achèterez à l'instant. Si vous êtes parmi les premières personnes à commander, vous êtes parmi les premières personnes à aller, à Sorepco, vous l'achèterez à 24 000 francs pour le pneu de 48 000. Le pneu, bien sûr, de 56 000. Oui, vous allez tout simplement faire 56 000 divisé par 2. Alors faites-moi le calcul et allez chez Sorepco dès à présent. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter des pneus neufs, des pneus d'origine. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter des pneus déjà utilisés. Mettez de côté les occasions. Mettez de côté ces pneus-là dont on ne connaît pas la provenance. Allez chez Sorepco et en ce moment, je dis bien les premières personnes, que vous soyez mécanicien, que vous soyez garagiste, que vous soyez revendeur, les premières personnes à courir dans les agences Sorepco, à appeler la direction commerciale à nos numéros de téléphone, vont recevoir 50% de réduction sur les pneus. Je prends un exemple. Un pneu de 48 000, vous l'achèterez à 24 000 francs dans les agences Sorepco à condition d'être parmi les premiers clients à venir chez Sorepco. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci infiniment d'avoir été là depuis 10 heures. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 heures pour un nouveau numéro de votre programme sur Equinox Télévision. Passez une belle journée sur notre antenne, même si elle commence très difficilement avec ce décès de maître Sylvain Swop. Que Dieu bénisse le Cameroun, c'est ce qu'on va dire pour terminer, mais avoir une pensée totale pour maître Sylvain Swop et sa famille.